Bienvenue dans le 5e épisode de Podcast, le podcast de la WebBD. Je suis Jackpot. Et je suis Ira. Et dans cet épisode, qui va être le prolongement de notre précédent épisode qui portait sur le scénario, on va parler de création d'univers et de personnages. C'était un gros morceau qu'on n'avait pas envie de condenser, donc on vous fait un épisode à part entier sur ce sujet. Et c'est un épisode un petit peu spécial, car nous avons invité 2 personnes pour nous assister dans cet épisode. Donc nous accueillons la première de nos invités, vous la connaissez déjà parce qu'on en a beaucoup parlé, oui. C'est bien sûr Soyouz. C'est moi. C'est qui est ma co-autrice sur Joe, qui écrit le scénario de Joe. Donc Soyouz, comment ça va ? Très bien. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Qu'est-ce que tu fais de beau ? En ce moment, je ne fais pas grand-chose, on va dire non professionnellement parlant, que le travail prend de la place, à part Joe. C'est évidemment. Tout à fait. Évidemment. Et notre deuxième invité, c'est Fouredo. Bonjour. Bonjour Fouredo. Bonjour Fouredo. Donc Fouredo, tu as déjà fait des webcomics, oui. Qui s'appellent Bang, avec un 4 à la place du A, et un point d'exclamation. Et un petit avec des histoires courtes qui s'appelle Histoires courtes, Z-I-S, et après la fin c'est Histoire courte. Très bien, merci Fouredo. Et en ce moment, toi, tu travailles sur un projet de webcomic. T'as un gros projet en cours là. Oui, alors je suis plutôt dessinateur où je fais des histoires plutôt courtes à la base, et là j'essaie de... Comme j'ai des idées que j'aimerais faire dans un projet plus long, donc je vais me confronter à la difficulté. Voilà, mais t'es en train de... Voilà, je suis dans le processus, je sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Et bien c'est très courageux de ta part. Merci. Merci Soyouz et Fouredo d'être avec nous aujourd'hui. Et donc pour commencer cet épisode, Yéa, je te laisse enchaîner. Oui, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se donner quelques petites définitions, histoire de bien se mettre d'accord sur les termes qu'on utilise. Donc on va parler création d'univers, création de personnages, donc... World building, c'est un terme anglais qui signifie... dans le texte. Voilà, en anglais dans le texte. Ça signifie littéralement construction de monde, donc création d'univers. C'est la genèse de votre monde, c'est la diégèse, le lore en quelque sorte, donc tout ce qui va vous permettre... C'est l'univers de votre œuvre en fait, ce qu'on appelle diégèse, ou dans le jeu vidéo on utilise plutôt lore, mais ce sont des synonymes, et c'est aussi des synonymes de univers, donc par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, le lore, la diégèse ou l'univers, c'est la Terre du Milieu. Voilà, tout le monde le sait, c'est vraiment un monde à part, qui a ses propres règles, ses propres peuples, sa propre histoire, etc. Et c'est vraiment très différent d'une autre. Donc que ça apparaisse dans l'histoire ou non, ça fait partie du canon de votre histoire, et tout ça, c'est c'est le lore. Donc c'est le gros morceau à mettre en place quand on écrit une histoire. Ensuite, souvent, vous allez entendre parler du terme background de personnage. Ce personnage, il a un background, donc c'est encore un terme anglais, n'est-ce pas ? Oui, alors en anglais, background, ça signifie décor. Mais en l'occurrence, ça veut dire quel est le passé, le vécu du personnage, ce qu'il y a derrière lui qui va le motiver. Voilà, c'est ça. C'est pour comment est-ce que votre personnage il est devenu ce qu'il est. Pourquoi est-ce qu'il est de cette façon-là ? Ça va être son background, qu'est-ce qu'il a vécu. Par exemple, on connaît tous Dark Vador ou Anakin, et donc lui il a un background justement qui est très important et qui est révélé dans l'histoire. J'espère qu'on a spoilé personne. Mince. Podcast n'est pas responsable. Hein. Si vous n'avez pas vu Star Wars, franchement. Ouais, quand même. Et ce qu'on disait aussi, c'est que vous allez remarquer que les backgrounds, ça concerne souvent plus les personnages méchants ou antagonistes en fait que les personnages principaux. C'est quelque chose qui va plus souvent être révélé sur les méchants. Ce qui nous amène à... justement, donc antagoniste, protagoniste. Alors, les protagonistes, ce sont les personnages principaux, ceux qu'on va suivre, ceux dont on va avoir le point de vue. Et on n'appelle pas ça des héros parce que protagoniste, antagoniste, c'est neutre, c'est une point de vue de narration. En fait, parce que si on dit le héros, le méchant, ça implique tout de suite quelque chose dans votre univers justement. C'est un système de valeurs. Un système de valeurs. Donc le protagoniste, c'est juste celui qu'on va suivre. Et d'ailleurs, nous avons appris grâce à Fouredo qu'il y avait une définition. En fait, je suis en train de lire la dramaturgie de Yves Lavandier, L'art du récit. Et page 71, nous appelons protagoniste, du grec protos, premier, et agonisestai, combattre ou souffrir, le personnage d'une œuvre dramatique qui vit le plus de conflits dynamiques. Donc celui avec lequel le spectateur s'identifie émotionnellement le plus. Donc le premier à souffrir, littéralement. Oui. À l'opposé de l'antagoniste, qui est donc le personnage qui va s'opposer au héros, protagoniste, voilà. En fait, les protagonistes et les antagonistes ont chacun un but, et ces buts vont souvent s'opposer. Donc par exemple, ça va faire que l'un est protagoniste et l'autre antagoniste. Des duos protagoniste-antagoniste, on va avoir Harry Potter, Voldemort ou Luke Skywalker et Palpatine. Voilà. Pour citer les plus connus.
Il y a aussi les adjuvants et les opposants, donc ça c'est des personnages secondaires. Donc les adjuvants sont ceux qui vont aider le héros, donc Obi-Wan Kenobi par exemple va aider Luke Skywalker. Et les opposants, en gros, c'est les obstacles que l'antagoniste principal va mettre sur la route du héros, enfin du protagoniste, donc par exemple Boba Fett dans Star Wars. Donc ça c'est les termes vraiment très très génériques, hein, très simples. On a aussi les anti-héros, qui donc, sont... ça c'est quand notre protagoniste n'est pas ne correspond pas aux caractéristiques morales du héros en fait. C'est pas censé être quelqu'un qui va forcément agir dans le bien commun ou dans ce qu'on attend de lui et qui va être bien dans l'univers dans lequel il se pose. L'anti-héros c'est souvent des personnages qui ont plus des motivations personnelles et ça peut être le protagoniste de votre histoire peut être un anti-héros, c'est une caractéristique quoi. Oui. On peut aussi avoir des castings chorales où on a plusieurs antagonistes en même temps, donc ça peut être... Protagonistes, pardon, plusieurs protagonistes. On peut aussi avoir plusieurs antagonistes, mais c'est pas un casting choral dans ces cas-là. Donc par exemple, tout ce qui est le genre Sentai avec les Power Rangers, c'est un bon exemple parce qu'on a plusieurs héros en même temps qui ont le même degré d'importance dans l'histoire. Les Avengers, c'est une déclinaison des Sentai quelque part. C'est vrai, tout à fait. Ouais. On va avoir dans le manga One Piece par exemple, c'est un très bon exemple de casting choral où on a beaucoup de personnages. Beaucoup de personnages principaux qui ont tous un intérêt dans l'histoire et qui sont... Et du coup, c'est vrai que les castings chorales, c'est quelque chose qu'on va plus retrouver dans des formats longs, d'histoires longues, donc plutôt des séries ou des webcomics au long cours qu'effectivement dans des films où ça va être un peu trop étriqué. Et on va terminer sur tout ce qui est stéréotypes, tropes et clichés. On va expliquer un petit peu les différences entre tout ça. Qu'est-ce qu'un trope et qu'est-ce qu'un cliché ? Eh bien, un trope, c'est un terme neutre, c'est un raccourci narratif, donc un stéréotype en fait, qui est aussi un terme neutre. Et un cliché, c'est un trope qui a viré au vinaigre et qui est devenu un petit peu plus nuisible qu'utile à l'histoire. Ouais, le cliché, c'est négatif en fait, c'est une connotation négative. Donc les tropes peuvent être jugés individuellement comme étant bons ou pas bons. Donc par exemple le trope de la femme dans le frigo qui nous vient du comics. Donc c'est le héros a perdu son aimé qui a été tué par le méchant. Le méchant, c'est qui va déclencher l'histoire. Ça déclenche l'histoire et donc... C'était pas dans Deadpool, c'était dans quel Spider-Man ? Non, je sais plus dans quel comic c'est où en fait ça s'appelait La femme dans le frigo parce que ça commence, le héros rentre chez lui et il retrouve sa femme dans son frigo. Voilà. Elle est morte évidemment. Découpée dans le frigo. Découpée dans le frigo et c'est ce qui a donné le nom à ce trope. Voilà. Donc c'est du polar ça d'abord. C'est pas vu. Je crois que c'était un comic de polar, ouais. Il me semble que c'est un truc un peu dark. Je crois pas que ce soit Deadpool. C'est peut-être pas un super héros, mais en tout cas non, pas Deadpool, mais parce que je pense à Spider-Man, mais enfin voilà, ça vient du comics. D'autres tropes, par exemple, on va avoir le trope de l'élu, le Chosen One. Typiquement dans Harry Potter. Alors justement, Harry Potter, c'est un contre-exemple du Chosen One où on lui dit tout le long qu'il est l'élu, mais il y a... oui, sans vous spoiler. On spoil tout aujourd'hui. Mais non, par exemple, ça va plus être Matrix ou des trucs comme ça. Oui, c'est vrai, oui. Matrix, Et, ou alors les arcs de rédemption de méchants, c'est aussi une forme de trope. Dans les comédies romantiques, on va avoir au début on peut pas se supporter et à la fin on s'aime. Voilà. En gros, c'est des procédés narratifs qu'on retrouve assez souvent parce qu'ils sont schématiques et qu'on peut faire plein de choses avec. C'est un peu ce qui définit un trope en fait. C'est la fréquence d'apparition d'un schéma scénaristique. À partir du moment où on s'est trop servi d'un trope ou que ce trope est vraiment pas bien, ça devient un cliché. C'est quand tout le monde peut l'identifier et que immédiatement en fait ça nous sort de l'histoire et que on en a déjà marre avant d'avoir entendu la fin parce qu'on sait déjà ce qui va se passer. C'est ça. Et l'intérêt, mais après l'intérêt du trope, c'est aussi de pouvoir le détourner. C'est commencer par s'inspirer par ça, pour ensuite le détourner, le retourner. Ouais, absolument, justement, tout à fait. Et en faire quelque chose de nouveau. On ne crée jamais rien de rien. Exactement. Alors, donc on a fait le point sur le petit lexique, on va pas vous enquiquiner plus longtemps avec ça, c'est un peu rasoir. Donc maintenant on va faire un petit peu une table ronde en fait avec nos invités et on va se poser des questions auxquelles on va tous répondre un petit peu. Donc la première question, ça va être par quoi est-ce que vous commencez ? Est-ce que vous créez, c'est un peu l'œuf ou la poule, est-ce que vous créez le personnage ou est-ce que vous créez l'univers d'abord ? Alors, qui veut commencer ? Moi je veux bien. Allez, je me lance. Moi c'est clairement les personnages qui arrivent en premier. Mais vraiment, l'univers il découle des caractéristiques que je donne à mes personnages. Donc pour Fangs and Frights, j'avais démarré littéralement avec des petits croquis où je me suis dit tiens ce personnage là c'est un vampire et puis il a ceci cela comme caractéristique et après l'histoire est venue et de l'histoire et du personnage j'ai fait un petit peu de création d'univers mais c'est
pas un truc qui m'intéresse énormément. En fait, t'as rétro-ingénéré ton univers à partir de ton personnage. C'est ça. C'est-à-dire que t'as créé un personnage, tu t'es dit c'est un vampire, à partir du moment où tu dis c'est un vampire, bah ton univers déjà, tu sais que c'est un univers fantastique. Après, de toute façon aussi, moi je sais depuis longtemps que le genre d'univers qui m'intéresse le plus, c'est pas celui qui demande le plus de world building, parce que moi j'adore la fantasy urbaine ou la fantasy contemporaine, donc c'est tout ce qui est du surnaturel qui a lieu dans notre univers à nous. D'accord. Et ça demande, du coup, je m'inspire de tout ce qu'on a dans notre vie au quotidien, mais à part créer mon système de magie et puis quelques autres bricoles comme ça, j'ai pas à me soucier d'inventer des choses, ça reste, ou de faire... ça reste ancré dans notre univers, donc t'as une base qui est comme nous, quoi. Je suis beaucoup plus intéressée par développer mes personnages que par développer mon univers, en fait. Moi, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est généralement les personnages et l'univers arrivent en même temps. C'est-à-dire que je vais avoir un espèce de gloubi-boulga un peu flou dans ma tête, et dont va émerger des personnages, un univers, etc. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que j'y réfléchis, ça va prendre forme. En fait, généralement... c'est plus imbriqué. Moi c'est vraiment imbriqué parce que je considère que les personnages font partie intégrante de l'univers, et que du coup, je peux pas créer les deux séparément, en fait. C'est vrai que c'est très imbriqué de fait, en fait. Voilà, c'est ça, c'est les personnages... si par exemple je vais partir sur un univers complètement fantastique, que je vais devoir monter de toutes pièces, il va falloir que j'ai déjà des bases des règles de l'univers pour pouvoir créer pour pouvoir vraiment développer les personnages. C'est-à-dire que, je sais pas, si je prends un univers Medfan random, il va falloir que je décide si les personnages sont plutôt issus... Déjà, il va falloir poser les règles de comment est-ce que l'univers est régi, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a de la magie, est-ce qu'il n'y a pas de magie, quel est le système social, par exemple, est-ce que c'est une monarchie, est-ce que c'est une démocratie, est-ce que c'est une société régie par des guildes, est-ce que c'est... des trucs comme ça, et où est-ce que vont se situer mes personnages. Et en fonction de si mon personnage va être, je sais pas, la fille du roi ou le fils du clodo du coin, tout de suite ça va être des personnages complètement différents, et leur milieu social va forcément influencer leur caractère, leurs aspirations, leurs révoltes, etc. Un personnage issu d'un milieu aisé, il va généralement avoir besoin d'une motivation personnelle pour agir, alors que le personnage issu d'une couche prolétaire. Voilà, un gros prolo, lui, il va avoir peut-être des raisons, on va dire, plus systémiques de se rebeller, parce qu'il est oppressé, donc du coup, forcément, la colère est plus facile à faire ressortir, quoi. Donc une bonne vibe Zola par ici. Voilà, exactement. Une lutte des classes. tout ça, ouais. D'accord, donc toi c'est plus l'un avec l'autre, et Fogado? Moi c'est plutôt l'inverse de... Enfin tu vois, c'est bien, c'est dans le spectre là, moi je suis à l'opposé de IA. C'est qu'en fait, moi c'est plutôt l'univers, et pour l'univers c'est très bizarre, ça s'agrège, je peux avoir des idées, par exemple je note un rêve que j'ai eu qui est très bizarre, avec un truc qui m'intéresse, j'ai une idée quelque part, je la note, et puis après ça forme quelque chose, et j'ai plusieurs idées de petites histoires, plusieurs idées de petits trucs que j'essaie d'agréger les unes aux autres, et puis finalement après je me pose des questions pour savoir comment ça peut marcher, que s'il y a un truc un peu fantastique, en quoi est-ce qu'il y a une explication plutôt scientifique, est-ce qu'on peut modéliser quelque chose pour que ça soit plus facile à faire après. Et puis après, moi j'ai besoin d'avoir quand même une histoire, et les personnages viennent ensuite. Donc moi les personnages au départ c'est vraiment des pions pour faire avancer l'histoire, et une fois que j'ai quelque chose qui se tient, une espèce de squelette, et je reviens sur les personnages. Là moi j'en suis j'ai pas encore mon squelette là actuellement, et donc là les personnages ils sont très schématiques, donc je reviens sur les personnages une fois que je pense que j'ai quelque chose qui se tient. Et alors du coup là les personnages, là je me penche sur leurs conflits, les buts qu'ils ont, les besoins, parce que les buts ne sont pas forcément les besoins, et ça va donner un peu plus de chair, et là du coup ça va me faire sans doute que je vais retravailler l'histoire un petit peu, et donc ça sera plutôt une approche un peu comme ça, et ça s'agrège un peu. Et puis après ça fait un gros truc qui a ça fait boule de neige, et après ça devient un peu trop gros, on en reparlera peut-être tout à l'heure pour le world building. Ça donne l'impression que tu trouves plein de jolis cailloux que tu ramasses. Voilà, c'est ça. Ensemble jusqu'à ce que après je les fais fondre, voilà. Comme le facteur cheval. Exactement. Ah oui, le facteur cheval. Quelle belle référence. Alors c'est un facteur dans quelles années? Dans les années 20, 30 dans les années 10 je pense. Ah ouais, carrément. Je crois. Non, peut-être même je sais plus. C'était un facteur en France, c'est un homme qui a une figure, c'est quelqu'un qui a vraiment existé, qui un beau jour a ramassé un coquillage qu'il a trouvé joli sur le bord de la route de sa tournée,
Et ça a été le point de départ d'une construction architecturale extrêmement impressionnante que vous pouvez toujours visiter aujourd'hui. Il a construit toute sa maison. Non, mais un château. Il a un château, mini un château énorme. C'est limite un parc d'attractions. Qu'il a construit lui-même avec des cailloux et des coquillages qu'il a ramassés. Il y en a qui font ça aussi avec des assiettes cassées. Il y en a un qui a fait exactement pareil à Paris avec des assiettes cassées. Enfin bon, c'est voilà. Et donc voilà, ça m'a fait penser à ça, ta façon de procéder. Donc on a on a différents moyens, on a tous des méthodes différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que chacun prend, il y a une espèce de pelote de laine et vous prenez tous un bout différent en fait du fil pour arriver à agréger. Suivant ce qui nous rassure en premier, j'ai l'impression. Moi par contre, au-delà de ça, j'ai aussi tendance à vouloir maintenant, parce qu'avant j'avais plutôt tendance à vouloir créer l'univers, les personnages, etc. et ensuite m'atteler à l'histoire. Et plus je vieillis. Plus j'ai d'expérience, plus tu matures. Voilà, plus je mature et plus j'ai tendance à faire les trois en même temps. C'est-à-dire que je vais réfléchir à quelle histoire je veux raconter, je vais avoir des bouts d'idées, je vais essayer de mettre ça à plat, qu'est-ce qui peut émerger comme personnage. Il y a vraiment... C'est vraiment un... C'est organique, quoi. Ouais, voilà, j'essaye d'être le plus organique possible. Tu es la grand-mère feuillage du webcomic. Faut pas exagérer non plus. Faites comme Soyuz, les enfants. Non, en vrai, comme vous êtes là où vous êtes le plus confort, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus important de trouver la façon de procéder, de commencer qui nous rassure, qui nous plaît, et dans laquelle on se sent à l'aise pour avancer, parce que sinon, en fait, à se forcer à vouloir faire d'une façon ou d'une autre, on va juste rien faire. Parce que moi, il y a avant, mon premier webcomic Cockroach, je l'ai créé, j'avais rien du tout quand je me suis lancée. J'avais juste les personnages, j'avais créé des personnages. Ça nous rappelle quelque chose. À la base, c'était des personnages de RP, qui est pas forcément un angle d'attaque que je conseille. Alors RP c'est roleplay. Alors RP c'est roleplay. C'est des jeux de rôle sur table. Pas seulement sur table, ou sur forum, ou des trucs comme ça. Il y en a beaucoup de gens le font. Alors, petite parenthèse, il y a une BD qui a eu beaucoup de succès, c'est 2KP2 Crocs, c'était des personnages de RP au début. C'est vrai ? Je connais pas. La preuve que des fois ça marche. Mais pas toujours. Hein, en fait le problème c'est que ça peut être une bonne idée. Ça peut sonner comme une bonne idée. Ça sonne souvent comme une fausse bonne idée, à mon avis, parce que souvent les gens connaissent déjà très bien leur personnage, leur univers, etc. Donc du coup, ils vont mettre en BD les histoires qu'ils ont vécues. Et le truc, c'est que le lecteur, il est complètement perdu. Il fait oui, mais moi ces personnages, je les connais pas, je m'en fous. L'univers, je le connais pas, je m'en fous aussi. C'est sûr que c'est le principe. Quand on parle d'un personnage de RP, je trouve qu'il faut faire très attention à sa narration, en fait. Il faut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on va introduire un lecteur qui connaît rien du tout à cet univers dans lequel nous on a joué des parties, comment est-ce que lui va rentrer dedans de manière confortable pour lui. Voilà, mais du coup, même si tes personnages de Cockroach c'était des personnages de RP, t'as réussi à en faire quelque chose. C'est surtout que c'était un petit peu des coquilles vides et du coup j'ai pu trouver cet espace-là pour les faire grandir, les faire interagir, etc. Et en fait finalement l'histoire est née des interactions entre les personnages. Ce qui est bien aussi quand on fait de la tranche de vie. Mais c'est ça aussi toutes les séries un peu tranche de vie, finalement l'histoire naît de l'interaction entre les personnages. Il y a aussi des gens qui se portent plus à des univers construits ou non. En fait, c'est sûr que si vous faites de la science-fiction, vous aurez plus de world building à faire que si vous faites de la comédie. Le livre de Tonino Benacquista, la saga. Je sais pas si vous en avez parlé peut-être. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui est scénariste pour une sitcom. Ah oui. Et c'est très intéressant. Enfin, c'est vraiment ça. Ils se font un peu prendre de vitesse par leur histoire et l'accueil que ça a dans le public. D'accord. C'est un très bon livre d'ailleurs. C'est un roman qui s'appelle Saga, où effectivement, comme dit Foredo, c'est l'histoire d'un scénariste de série télé. Et ça raconte un peu comment il est arrivé sur le projet, et après ce qui s'est passé quoi. D'accord, intéressant. Mais du coup c'est méta. Là, oui c'est méta. Sur un épisode précédent, on est complètement dans l'histoire méta. Ok. Et du coup, toi, Jackpot, quand tu commences Moi j'attends que Soyuz fasse ça. Pour la petite histoire, c'est quand même elle qui a créé les personnages et qui va proposer l'univers. Et après, c'est pour ça aussi que les premiers épisodes de Joe, ils sont un peu... qu'est-ce qui se passe, on sait pas trop. On a déjà eu Jackpot qui a pu nous parler de comment elle a eu ses idées, comment c'est venu, comment c'est arrivé. Mais toi, comment tu as fait pour t'approprier les créations de Jackpot ?
La réappropriation de personnages, c'est un truc que j'aime bien faire, étant donné que je fais aussi du webcomic. Du fan comic, J'espère pardon. que tu fais du webcomic, c'est pour ça qu'on t'a Ouais, invité. tu fais là sinon. Je repars. Parce que je fais du fan comic, donc du coup, c'est des BD à partir. Un peu comme les fanfics, mais en BD. Parce Donc qu'on là, a du coup, quitte à- pour le coup, tu reprends un univers qui n'existe pas, en fait. qui existe déjà, et donc T'as du pas du coup- tout de création d'univers puisque tu t'insères dans l'univers Voilà. d'autres œuvres. C'est ça, mais c'est ça aussi que je trouve intéressant, parce que donc du coup j'ai fait du fan comic Pacific Rim, Star Wars et voilà. Et en fait, du coup, moi, ce qui m'intéressait notamment pour Pacific Rim et Star Wars, c'était de me réapproprier l'univers pour essayer. Alors, bon, c'est vrai que c'est un petit peu prétentieux dit comme ça, parce que Star Wars, l'univers est quand même très riche et très vaste. Oh, Mais J'ai pris quelques semaines Ouais, pour c'est me vrai, réapproprier c'est- l'univers. c'est pas Star Trek, mais bon. c'est pas Stargate. Ouais, bah, ça, je suis une grande fan de Star Wars quand même, mais. Non, ceci. Ce que je voulais, c'était essayer de me le réapproprier pour essayer de développer des choses que je ne voyais pas forcément Dans le canon de l'œuvre. dans les films, parce que moi je connais pas trop l'univers Oui, c'est étendu. vrai que- Je connais quasiment que les films, mais je voulais essayer de développer un petit peu ça, développer les personnages, etc. Et pareil. Et du coup, c'est partir d'une base et broder dessus. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et souvent, on a tendance un petit peu à regarder ça de haut. Non, T'as c'est des des- très bons exercices d'écriture et de... Ouais, je sais, mais il y a plein de gens qui font les fanart, c'est du plagiat, c'est de la contrefaçon. Tais-toi. Non, non. Et ou la fanfic, c'est pourquoi perdre. Enfin, là, on me l'a déjà dit, pourquoi tu perds du temps à faire du fanart et de la fanfic alors que tu pourrais créer tes propres trucs. Tu fais, bah, c'est juste un exercice de style en fait. Ouais, c'est ça. Et Si t'as pas le temps ou pas l'énergie d'imaginer tout un tas de trucs qui sont... Et surtout, tu fais ce que t'as envie. Oui, en Voilà. bah, c'est ça, ouais. Déjà, final. j'ai pas forcément envie de forcément. Tant que tu te fais pas plein d'argent à la place de George Lucas, tout va bien. ce qui n'est pas le cas. Non, Il y a pas trop de Non, soucis. ça va. Non, et puis c'est et puis en vrai c'est aussi ce qu'on fait professionnellement quand on bosse, enfin nous en tout cas qui travaillons dans le dessin animé, on nous dit bah voilà, il va falloir faire le board ou le scénario d'un truc, bah il va C'est pas notre univers. C'est pas notre s'adapter. univers. Ouais, c'est ça, on l'a il pas faut fait. s'y adapter et donc c'est juste un exercice de style. Donc du coup, t'as voulu créer une fanfiction de Joe. Ouais, bah techniquement C'est oui ça, oui ouais. c'est ça en fait. Après, il y C'était avait pas- vraiment rien quand je. Enfin, Ouais, on avait quelques idées. Et ensuite on a brodé Ouais, dessus voilà. quoi, et puis de là En fait, a émergé des personnages, un ça. univers. Ouais, c'est venu un peu tout en même temps, mais en fait à la base il y avait Ouais. vraiment que le personnage. Enfin moi en tout cas, moi j'ai créé Joe, je l'ai dessiné vraiment. Un matin je me suis levée, j'avais eu une insomnie et je l'ai dessiné. Et à la base c'était pas du tout une cowgirl, c'était j'avais dessiné juste une rouquine avec un comment dire, un vêtement qui m'avait plu. Et après je me dis tiens ça va être une paysanne et il va lui enfin j'avais un peu construit quand même quelque chose, mais alors c'était elle vivait à la campagne. Et voilà, ça avait rien à voir avec le western. Et un beau jour, bien des années plus tard, je l'ai dessiné en cowgirl, juste parce que visuellement c'était sympa. Et en fait, de là, on est parti sur un univers western en fait. Ça s'est fait dans ce sens-là quoi. C'était la bonne idée. tout est raconté dans Il était une fois sur le net. Tout à fait, absolument. Il y a eu un instant Bakuman aussi, j'aime les westerns, et en fait t'as rassemblé plusieurs choses que t'aimais, Oui, et ça aussi, a fait, ouais. voilà, C'est ça a vrai, pris et ça a ouais. fait l'émulsion. Moi, souvent, quand je crée des nouvelles histoires, je pars sur des trucs comme ça. Je fais attends, j'aime bien ça, j'aimerais bien Ouais. voir. Qu'est-ce créer que j'ai un envie truc. d'avoir Qu'est-ce que j'ai envie de créer. Qu'est-ce Et que ça puis fait si je mélange tous ces éléments que j'aime bien C'est ça, ensemble? ouais, Après, voilà. il y a des gens, ils ont des trucs qu'ils aiment lire, et des trucs qu'ils aiment faire, qu'ils arrivent à faire, qui sont pas forcément les mêmes. Ouais. Donc Oui, ça ça, c'est peut être intéressant, aussi, ouais. ouais. Bah, Donc, moi, par exemple, bien. c'est ça. Hein, C'est en testant qu'on se rend compte. Voilà. aussi. Voilà, par exemple, j'aime beaucoup les séries très. Par exemple, j'ai vu récemment The Good Wife, donc une série qui se passe avec des avocats. C'était génial, j'ai adoré, mais je serais incapable de faire ça. Je sais même pas si j'aurais envie de le faire, parce que ça demanderait beaucoup trop de travail. Non, mais pour de vrai. Sur des métiers spécifiques, en plus, tu dois faire de la recherche. Bah, et c'est tout, ça, ouais. voilà. Et typiquement, ou des grosses aventures type Star Wars, ça m'intéresse pas trop de les faire en fait. Ça m'intéresse de faire des fan comics dessus parce que, bon, voilà. Ton Mais- travail a déjà été fait avant. Voilà, le travail a été fait avant, j'ai pas besoin de créer une histoire avec une histoire épique. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt la tranche de vie. Donc, pour le coup, Joe, ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, donc du coup, c'était intéressant parce qu'il fallait que je sorte de mon côté tranche de vie, relation entre les personnages, etc. et créer une vraie histoire. Mais tu t'en sors très bien. Ah bah écoute, je suis Ça marche, bien ça marche. épaulée. Et donc voilà. Très bien.
Alors du coup, une fois qu'on a mis un peu tout ça à plat, qu'on voit qu'on a tous des méthodes différentes, qu'est-ce qui vous paraît, vous, le plus important, du coup, dans la création d'univers et de personnages? Qu'est-ce que, voilà, à quoi vous faites particulièrement attention quand vous créez, voilà. Alors je crois que Soyuz et moi, on va être tout à fait d'accord sur un point, qui est... Le réalisme émotionnel. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce terme, mais pour moi, c'est vraiment le cœur même d'une œuvre de fiction. Si on peut pas s'identifier au personnage et... Pas forcément s'identifier... Qu'ils aient pas une spécifique. touche de crédibilité, en fait. Voilà, pour moi, c'est... il faut que ce que vivent les personnages, même si l'univers est débile, même si les personnages sont pas forcément les plus réalistes possibles, il faut que ce qu'ils vivent soit réaliste et un minimum un peu complexe. Ouais. Et en fait, c'est par les émotions qu'on va s'attacher à un personnage. C'est pas du tout par s'il vous ressemble. Enfin, ça peut être un porte d'entrée. On parle beaucoup d'identification. On dit souvent, de je représentation suis une femme blanche, je vais plus facilement m'identifier à un personnage de femme blanche. Ouais. Et inversement, inversement, pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. On pense surtout à l'identification, en disant je vais m'identifier aux personnages qui me ressemblent, qui ont des traits en commun avec moi, alors que pour moi, c'est un peu un faux problème. Pour moi, on va plus s'identifier aux personnages avec qui on ressent quelque chose en commun. Ouais. Par exemple, personnage qui vit un deuil, malheureusement ça dans notre vie on va forcément tous y passer, donc on va plus facilement se sentir proche de ce personnage. Ça va résonner en nous. On va comprendre l'émotion qu'il ressent, et c'est comme ça, à mon sens, que le personnage devient vraiment attachant. Ouais, j'ai des petits exemples de séries où... Alors pour le coup, moi j'ai plutôt des références de séries que de BD ou de webcomics. Chacun ses rêves. C'est faux, mais par exemple, en termes de réalisme émotionnel, moi mes deux exemples préférés, c'est Buffy et Doctor Who pendant le run de Russell T Davies. Où les personnages vont vivre des choses... Buffy, c'est des vampires. Elle se bat contre des vampires, c'est l'élu de Chosen One. Le trope. On est dans le trope de la Chosen One, etc. Par contre, ils vont vivre des choses hyper intenses et hyper réalistes. Tu parlais du deuil, on aborde le thème du deuil dans Buffy. On aborde le fait d'être ado et de passer à l'âge adulte. Le fait d'être un peu perdu au début de l'âge adulte. Ça, c'est des thèmes qui sont abordés dans Buffy. Et qui peuvent résonner très très fort. Dans Doctor Who, Doctor Who 2005, donc les 4 premières saisons et demie, je parle exclusivement de ça, où les personnages vont vivre des choses, ils vont être sur d'autres planètes, etc. Des fois c'est un peu débile, mais par contre ce qu'ils vont vivre c'est extrêmement réaliste, quoi. Et, c'est dans l'évolution de leur relation, les émotions qu'ils ressentent. Voilà, des choses, des choses qui très poignantes. Quand le docteur se sépare de ses compagnons, à chaque fois, c'est... J'appuie sur le bouton. Donna. Marée d'émotions. Ah, mais c'était à elle que je pensais, en plus. La meilleure. La best. Voilà, donc, ouais. Et oui, du coup, ça permet aussi de se rendre compte que, enfin, pour nous, je crois qu'encore une fois, on va être d'accord, c'est pas... Quand on crée un personnage, il faut pas chercher à faire de l'originalité à tout prix. Ça, c'est un faux problème, l'originalité. Ouais. On l'a déjà dit plusieurs fois dans le podcast, mais on vous le redit. Il faut arrêter de penser à ça. L'originalité, on s'en fiche. Ouais. Cherchez plutôt à être crédible dans ce qu'on essaie de faire. Donc pour les personnages, ça passe par leur psychologie, leur vécu aussi, donc leur background. Ça passe par une touche d'irrationalité aussi, parce qu'on n'est pas toujours rationnel en toutes circonstances. Et en fait, on a tendance à vouloir faire un truc à tout prix cohérent quand on crée un personnage, mais c'est pas forcément... On n'est pas tous nous-mêmes cohérents en fait, ouais, en tant qu'être humain. C'est ça, donc si on connaît bien la psychologie de nos personnages, on peut savoir à quel moment on peut leur mettre une touche d'incohérence et en fait ça sans que ça soit trop... C'est ça. Mais c'est difficile ça, moi je prétends pas être encore à ce niveau-là d'écriture de personnages personnellement. C'est extrêmement complexe, c'est surtout avoir conscience du coup de l'état émotionnel de notre personnage. Surtout savoir à quel moment on peut le faire basculer dans un état où il a plus sa logique. Déjà aussi, il y a des personnages qui vont être plus logiques que d'autres, et ça va être très influencé aussi par notre manière de réagir. Moi, je suis quelqu'un de plutôt logique, donc du coup, mes personnages ont tendance à avoir des réactions que moi je vais juger logiques, mais en réalité... quelqu'un d'autre va pas du tout le prendre de la même façon. Ouais, voilà, ça m'est déjà arrivé... de discuter de manga ou de trucs comme ça qui moi m'ont beaucoup parlé avec des amis à moi, et les personnages vivent exactement ce que j'ai pu vivre avec tout ce qu'il y a d'incohérent et
d'exagérer, d'exagérer, enfin, comme ça, d'amplifier et ma pote me dire mais n'importe quoi, enfin c'est n'importe quoi ça, personne vivrait ça, et je dis bah si moi par exemple, donc tu peux pas dire que c'est irrationnel, tu peux pas dire que c'est pas réaliste. Moi j'ai eu des conversations de ce genre aussi avec des gens. Parce qu'on a tous des vécus différents, donc en fait déjà pensez aussi que vous pourrez pas faire justement un personnage qui sera crédible pour 100% des gens. En fait on est tous différents, donc forcément mais c'est aussi là que ça devient intéressant de s'alimenter de qu'est-ce que vous avez pu observer chez vous ou chez les autres pour rajouter des petites touches réalistes sur vos personnages, donc que ce soit dans leur mimique, leur façon de faire, leur réaction, tout ça. S'inspirer du vécu, je pense que c'est très important. Mais il faut pas non plus s'y coller de trop, parce que sinon ça peut trop... finalement devenir artificiel de façon trop, comment dire, ça m'est déjà arrivé de voir des gens vouloir, ou même moi vouloir m'inspirer de choses que j'ai vécues, mais quand j'essayais d'en faire rejaillir de la fiction, j'étais extrêmement... C'était peut-être trop intime, ou t'arrivais pas le recul nécessaire peut-être. J'avais pas forcément le recul nécessaire, mais j'arrivais pas à en dégager, en dégager des thèmes, ou en dégager quelque chose d'intéressant en fait. C'était trop... ça tenait plus du journal intime que de... Enfin voilà, le journal intime déjà, c'est par exemple, je pense au blog BD, etc. C'était... la plupart du temps, c'était souvent un peu inintéressant quoi. Fallait avoir l'art de intéressant pour la personne qui le faisait, mais peut-être pas pour les personnes qui lisaient. Voilà, un journal intime à la base c'est intime, c'est quelque chose qu'on écrit pour soi. Voilà. Pour moi c'est un peu la différence entre le récit autobiographique et le journal intime en fait. Je suis très friande de récits autobiographiques, notamment en BD, mais faut avoir quelque chose à raconter quoi. Faut arriver à remettre une couche de narration dessus. Pour que ça soit intéressant pour le lecteur. Voilà, et surtout quelque chose dont on peut en dégager. Soit ça peut être quelque chose qui va nous parler, ou soit ça va être... quelque chose de plus généraliste. Enfin, pas forcément, et sans que forcément ce soit une leçon. Et du coup, je vais pas du tout rebondir, je vais retourner à la question originale qui était ce qui est important dans la création de personnages. Pour moi, les deux autres aspects à prendre en compte dans la création de personnages, c'est les relations avec d'autres personnages, c'est super important parce que ça les alimente, et de fait entre leur relation avec d'autres personnages et l'histoire qui est prévue pour eux, leur évolution, ça c'est hyper important, notamment dans l'histoire, parce que c'est une chose d'établir de ce que vont vivre les personnages, c'est-à-dire ils vont aller à tel endroit et puis il va leur arriver ci, il va leur arriver ça, mais en fait ça suffit pas pour faire avancer une histoire. Aussi faire leur voyage intérieur. Voilà, et c'est toute la différence entre une histoire où là il va se passer ça, et ensuite il va se passer ça, et ensuite il va se passer ça, ce qui peut être un peu chiant, d'une histoire où il va se passer ça, alors du coup les personnages vont réagir comme ça, et ça va entraîner autre chose, mais le truc c'est que les personnages ils veulent pas forcément tous la même chose, alors du coup donc du coup ça devient très riche très vite. Voilà, c'est ça. En fait, quand on a un personnage, c'est important de définir ses objectifs. Et les conflits. En fait, dans le livre dont je parlais tout à l'heure, il nous disait, alors je sais plus qui disait que pour faire peut-être Hitchcock, pour faire un bon film, il faut faire une bonne histoire et une bonne histoire, les 3 ingrédients. Et lui, il paraphrasait ça en disant qu'en fait, pour faire un bon film, il faut des conflits et des conflits. Et donc en fait, il y a le but du personnage, il y a les antagonistes, les gens qui vont s'opposer à ce but-là, ça va créer des conflits. Il y a aussi les besoins du personnage, et c'est vrai que c'est ça qui rend riche, qui fait en gros un simulateur de personnage qu'on va pouvoir laisser tourner et qui va pour nous pouvoir créer un comportement. Le conflit, c'est qu'il y a le conflit entre les personnages et il y a les conflits intérieurs du personnage. Bien sûr, parce que tu as dit, les personnages peuvent avoir... C'est un conflit avec une règle il a un objectif, mais en fait c'est pas ce dont il a besoin. Il a besoin d'autre chose. Ou alors c'est en opposition avec ses valeurs morales, des choses comme ça. Et là ça peut devenir extrêmement intéressant. Et donc le dernier aspect important pour la création de personnages, moi c'est celui qui me vient en premier. Et quand on fait de la BD, c'est probablement plus important que ce qu'on pourrait y penser pour du film ou du roman surtout, mais l'aspect visuel, donc le design. Alors le design, pour moi le design, donc c'est en tant que dessinatrice de jeux, c'était un petit peu mon rayon. Solieuse me disait il faut faire une shérif. Non, pourquoi? Bon, je savais pas ça. Donc il faut que je dessine une shérif, non.
À chaque fois qu'elle avait un nouveau personnage. Ouais, d'accord. Donne-moi des Voilà, indications. c'est ça. Et moi, je Pourquoi sais est-ce pas. que j'étais comme ça? C'est parce que moi j'ai été à des écoles, j'ai fait des écoles d'animation et en fait le chara design, quand on fait de l'animation, un art visuel, il y a des règles très précises. Et en fait une des règles qu'on vous dit c'est que visuellement, en voyant votre personnage, on doit savoir qui il est. Donc On juste doit avec la savoir, silhouette. ouais, juste avec la silhouette, juste avec sa stature, on doit savoir si c'est un homme ou une femme, si c'est un orc ou un gobelin, s'il est gentil, s'il est méchant, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Tout doit être dans le visuel. Et alors, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi non plus. Moi non plus, pas du tout même. Voilà, parce que je trouve que le défaut c'est que ça devient très premier degré en fait. C'est que ça enlève justement des couches de subtilité à votre personnage. En Parce fait, que c'est comme ça qu'on fait des personnages qui ont un design cliché, finalement. Ouais, voilà. Après, c'est pas non plus. Ce qui est intéressant à garder là-dedans, c'est que c'est la différenciation visuelle. C'est Ouais. que visuellement, votre personnage, du premier coup d'œil, on va pouvoir l'identifier, mais ça veut pas dire pour autant que du premier coup d'œil, on sait s'il est introverti, s'il est extraverti, s'il cherche ses poules ou s'il cherche ses vaches, quoi. Donc, du coup, moi, quand je crée des personnages, j'essaye de les différencier. C'est-à-dire que je vais pas forcément faire ce que je trouve intéressant, c'est dessiner les personnages ensemble. Donc, c'est-à-dire que j'avais Jo au début, donc Jo, c'est un peu mon gabarit de base. À chaque fois que je dessine un nouveau personnage pour Jo, voilà, c'est mon étalon. J'ai Jo d'abord et je dessine les personnages à côté. C'est Parce drôle que je parce vais qu'il a un cheval. Ça s'appelle Random. Ah Faut pas expliquer les blagues. C'est un mal. Est-ce que c'est un étalon ou un hongre? Tiens, Ça. bonne question, je ne sais pas. C'est un cheval. C'est pas pareil. Bon, et donc Donc du coup, Jo, en fait, c'est mon étalon de base, n'est-ce pas? Et à côté, le personnage, je me demandais, est-ce qu'il va être plus grand ou plus petit? Est-ce qu'il va être plus gros ou plus maigre? Est-ce qu'il va être de quelle couleur de cheveux? En fait, je vais procéder comme ça, plus par différenciation, en fait. Et je vais surtout faire attention à ce que mes personnages, visuellement, soient différents. Qu'ils aient pas tous... Enfin, je sais que moi, j'ai commencé à dessiner parce que j'aimais le manga, mais ce que je reproche principalement au manga aujourd'hui, c'est que justement souvent c'est très schématique au niveau du dessin, c'est-à-dire que les personnages ont tous le même visage quasiment, et ce qui va les différencier c'est la coupe de cheveux ou le vêtement. Et ça c'est vrai que quand on fait du character design à un niveau professionnel, on nous dit ça, c'est la chose à ne pas faire. je crois qu'on a tous fait l'expérience un jour d'ouvrir un manga en se disant ah tiens c'est joli, et de se rendre compte en fait on savait plus quel personnage était Voilà. qui, Donc, parce qu'ils se ressemblent tous. en fait, le problème de ça, c'est que c'est un défaut narratif. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on Ça gêne la lecture. voilà, ça gêne la lecture, il faut mieux l'éviter, mais en soi, si vous avez envie de faire ça, c'est pas un souci quoi. C'est juste, ayez-en conscience que tant que votre personnage, si vous voulez faire des personnages qui ont à peu près tous la même tête, mais qui sont différenciés que par leurs vêtements ou leur coupe de cheveux ou que sais-je, dans ce cas-là, mettez le paquet sur leur attitude, sur C'est ce comment que est-ce j'allais qu'ils dire. agissent, comment est-ce qu'ils Ouais. parlent. Contrebalancer Leur expression du visage, la manière dont comment ils bougent, C'est etc. Comment ils occupent l'espace. Donc voilà, c'est un juste équilibre à trouver entre est-ce que le design reflète bien le caractère du personnage, est-ce qu'il est au contraire à contre-pied, et est-ce que les personnages du premier coup d'œil vous pouvez les différencier quoi. Et oui, du coup, on va peut-être aller maintenant sur la On va création beaucoup parler de d'univers. personnages, parce donc que- on va peut-être un peu parler d'univers. La question c'était qu'est-ce qui vous paraît important pour la création d'univers / personnage. Tout à fait. C'est ça. Donc, Et donc Fouredo, on attend ton Alors, moi, expertise. c'est vrai que moi j'ai une approche un peu différente. Alors, moi j'avoue que ce qui me plaît, donc on parlait d'originalité, mais moi j'aime bien les mondes bizarres, les trucs bizarres qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Par exemple, je sais pas moi, les Maîtres du Temps qui avaient été designés par Mobius, c'était très bizarre comme film, c'était adapté d'un roman de SF. Ou d'autres, je sais pas, peut-être même des choses genre Métal Hurlant, des trucs qui sont des mélanges très très bizarres comme ça. Déjà, j'avoue, j'aime bien ce genre de choses. Ou des trucs par contre qui sont très sobres. Conan, par exemple, le monde de Conan, moi j'adore les romans de Conan ou les nouvelles. C'est très très sobre, c'est dans un monde qui est quasiment le nôtre. C'est censé se passer avant la chute de l'Atlantide, donc c'était les mêmes humains que maintenant, à part qu'il y a un petit saupoudrage de magie. Et c'est. En fait, moi, je pense que ce qui est important pour moi, et ce que j'essaie de faire dans le projet que je suis en train de faire, c'est d'avoir un système qui est solide. Un système solide avec que ce soit de la magie, expliquer... Enfin, avoir... Disons que même si je ne l'explique pas au lecteur, essayer d'avoir un système que je peux mettre en œuvre moi-même par certains principes. Ouais. Et donc, si j'ai ça, déjà, je me rassure moi-même. Donc là, voilà, là, je suis en train... Là, j'essaie de régler les choses, mais il y a toujours un boulon qui saute quelque part, donc là, j'y suis pas encore, mais... En fait, t'essaies de poser tes propres rails pour savoir Voilà. quand il se passe tel ou tel événement. Est-ce Quel que c'est effet ça va voilà. avoir de la même exactement. manière que vous créez des personnages en disant il a tel principe, tel principe, tel principe, moi je me fais un simulateur de monde ou simulateur de magie ou simulateur de je sais pas quoi, en définissant un certain nombre de principes qui me permettent d'avoir un comportement Ça. qui
disons que les lecteurs, même si je leur ai pas dit alors là ça se passe comme ça parce qu'il y a tel truc qui s'échauffe et tel truc chimique qui se produit, etc., ils vont saisir qu'il y a quelque chose qui est rigoureux derrière. Et donc ça frise un peu la névrose parce que je veux vraiment tellement expliquer les choses que je me bloque un peu moi-même. Donc ça c'est mon problème de world building. Et pareil, je veux tellement expliquer les choses que je fais une chronologie 10 000 ans avant le truc de l'histoire, 10 000 ans après, voilà. Donc je pense que je suis un peu, comment dire, excentrique et voilà, ou un peu... comment dire, je fais les choses un peu trop à fond. Mais voilà, le but c'est vrai que c'est quand même l'histoire. Mais disons que dans l'univers c'est un système solide, de la même manière que pour les personnages il y a un système solide qui permet de qu'ils aient des réactions logiques, on puisse faire entre guillemets un simulateur de personnages. Là je fais un simulateur d'univers. Ça sera plus crédible en fait à l'écriture. Voilà, et surtout ça va rouler plus tout seul. Voilà, c'est ça. T'as des incohérences que tu as pas vues. Disons que j'essaie de me rassurer pour ouvrir le robinet du flow et du comment dire, des choses qui viennent et qui nous surprennent quand... Voilà, quand on écrit, quand on est pris dans la création et que là vraiment on n'a plus les contraintes et que les verrous ont sauté. C'est vrai que quand tu fais un univers c'est très important. En fait l'univers c'est assez complexe parce que c'est pas votre histoire en soi. C'est-à-dire que quand vous racontez votre histoire elle va se passer dans un univers mais si ça se trouve vous n'allez rien dire de cet univers. Si ça se trouve vous allez écrire une histoire et n'importe qui pensera que ça se passe dans le monde de tous les jours, que dans votre tête pas du tout. Mais simplement il faut que dans votre tête ce soit très clair et que les règles que vous mettiez en place, même si elles sont pas explicitement dites dans l'histoire, elles s'appliquent en fait de manière inconsciente. Et du coup nous pour Joe on a quelques règles comme ça qui sont vraiment dans nos têtes et que à aucun moment les personnages ne vont énoncer, mais elles sont là, elles sont présentes parce que ça nous tenait à cœur et après c'est un choix narratif de le révéler ou pas, mais ça fait partie de, enfin ça crée c'est ce qui fait qu'à chaque fois que les personnages vont dans un nouvel endroit il va être d'une certaine façon, parce qu'on connaît nos règles de notre univers, donc la façon dont on va le créer, ça va être comme ça, même si on va pas le dire. Vous pouvez partager une de ces règles ou c'est que du spoil ? C'est trop secret, non ? Spoil. On peut parler du genre. Dans l'univers de Joe, il n'y a pas de distinction de genre en fait. Enfin, le genre, c'est pas un frein social. D'accord. C'est-à-dire que t'es une femme ou un homme, ça n'a aucun incidence sur ce que tu veux faire. Et donc ça, dans notre univers, on va justement quand on fait un saloon avec des personnages, il y aura autant de femmes que d'hommes, il y aura aucune distinction. Les hommes pourront faire ci, pourront faire ça, voilà. Et c'est un petit peu, c'est pas très... les gens le repèrent. Tu l'as pas énoncé, mais tout de suite il y a eu des réactions. C'est pas énoncé, mais les gens vont, par exemple, peut-être le remarquer ou pas. Bon, nous, comme c'est quelque chose d'un peu visible, les gens le remarquent et nous font des fois des réflexions. Ouais, on a d'autres règles. Enfin, moi j'ai pensé à d'autres règles aussi, notamment vis-à-vis de l'histoire des États-Unis, parce que le problème des westerns, c'est que c'est quand même inscrit dans un côté colonial que j'aime pas trop, notamment vis-à-vis des indigènes, qui est très sanglant et que j'apprécie pas trop. Donc du coup, je me suis posé des règles là-dessus aussi, en me disant il y a eu une invasion. Mais ça s'est pas terminé comme ça s'est terminé dans notre vrai univers à nous quoi. Voilà, sachant qu'en plus à l'époque où Joe se passe, les guerres indiennes sont pas encore finies. Dans la vraie vie. Mais dans notre histoire, moi ce que je voudrais faire, c'était que les gardiennes n'ont pas existé, quoi. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de... Comme ça, alors ça se sent pas pour le moment, parce qu'on est encore trop influencé par le western. Mais peut-être qu'à l'avenir... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est pas forcément un point central de notre histoire, mais c'est présent dans notre tête quand on crée, quand on écrit. Ça se ressent pas mal dans... l'atmosphère et les relations entre les personnages en fait. Ça se ressent différemment que parce que ça a été dit explicitement avec des vrais mots. Alors j'ai un truc à rajouter aussi sur les règles de l'univers, c'est qu'il y a les règles de l'univers et les règles dont sont au courant les personnages qui sont pas forcément les mêmes. J'ai un exemple pour ça, c'est Full Metal Alchemist. Notamment, moi j'ai vu que la série, la première série, j'ai pas vu Brotherhood, j'ai pas lu le manga. Donc je vais parler que de ça, c'est que t'as des règles qui sont énoncées, rabâchées à chaque épisode, sauf qu'en fait ces règles-là elles sont fausses. Et elles changent à un moment. Et c'est tellement cool. C'est tellement cool. C'est vrai que c'est intéressant. Mais ça c'est dur à faire ça. Parce que du coup il faut les avoir prévus de base. Et il faut que tout soit cohérent. Voilà, c'est ça. Ils ont basé leur histoire sur une information fausse que les personnages ont sur leur propre univers en fait. Exactement. En autre exemple de ça, c'est un exemple que personne ne va connaître, sauf quelques personnes ici. C'est la Traque des Anciens Dieux. C'est le roman pub. Voilà, c'est moi qui Qu'est-ce que c'est la Traque des Anciens Dieux ? C'est le roman de mon amie Hélène Lenoir. Qui est aussi notre traductrice sur Joe. Voilà, co-traductrice. Elle traduit une partie des strips. Voilà, et dont je suis l'illustratrice.
illustratrice un petit peu officielle, n'est-ce pas? C'est moi qui Tout fais à fait officielle, moi, même. voilà, qui fait les couvertures des livres et qui va préparer un artbook dessus. Et en fait, dedans, donc, t'as les règles du monde, donc t'as le grand enchantement. Ouais, les règles magiques en fait. C'est voilà. un univers de fantasy où il y a... Il y a des règles, en fait, il y a des règles magiques dedans, qui font partie de l'univers, dont les personnages sont au courant, mais t'as aussi d'autres règles, par exemple les différents types de magie, etc. Et du coup, les personnages en sont soumis, mais est-ce que c'est vraiment l'univers, etc. Enfin bref, il y a toute une question là-dessus. Lisez, c'est très bien. Lisez La Traque des Anciens Dieux, je confirme. Voilà. C'est un très bon... C'est disponible sur Amazon, sur la Fnac et sur à la lulu.com. demande. Tout à fait. En impression à la demande. Voilà. Merci pour cette page de pub Soyuz. De rien. Et du coup, pour la création d'univers, bah aussi on peut parler de l'aspect graphique également. Ouais. Alors je pense que là, ce qui est très important, c'est de se documenter. Là vraiment, même pour les personnages, hein, Oui, bien sûr. bah, par exemple pour les vêtements, etc., bah, documentez-vous quoi. Ah oui, il faut s'imprégner de plein de choses, quitte à modifier, allez sur mélanger des Pinterest, trucs. allez sur Google, ou un autre moteur de recherche plus éthique, mais faites beaucoup de recherches. On va justement créer un univers, c'est un énorme travail créatif. Ouais. N'ayez pas la prétention de vouloir le faire seul en fait. Parce que De toute façon, vous avez toujours des choses qui sont des réminiscences. Donc, c'est ça, le vous risque. faites jamais seul. Pas ex nihilo. Le risque en fait, quand on s'imagine créer ex nihilo, c'est qu'en fait on va partir dans On recrée quelque chose. on va partir dans des clichés inintéressants. Parce que c'est ce qui vient le plus facilement en fait. Voilà, on va partir sur du steak frites quoi. C'est C'est bon le steak frites. c'est très bon le steak frites, mais il faut qu'il soit vraiment très très bon. C'est vrai. C'est vrai, bon steak frites. Voilà, c'est un univers de fantasy. Des coquillettes au ketchup, tu vois, c'est Urgh. encore pire que du steak frit. Ouais, mais le steak frites, tu vois, quand il est pas très bon, tu fais genre ok, ça va être D'accord, ok. le énième roman de fantasy avec des personnages avec des noms avec plein de trémas et Des majuscules et des minuscules. voilà, n'est-ce pas? Mais tu vas voir le bon roman de fantasy. Comme La Traque des Anciens Dieux. Voilà, non, je pensais aussi à Game of Thrones parce qu'en termes d'univers, c'est C'est aussi très bien quand riche. même, ou Et pas? en termes- Il paraît que en c'est pas termes aussi de bien que La trailer. Traque des Anciens Dieux. Ça lui fera plaisir. Donc voilà, c'est typiquement, je sais que Hélène, elle aime bien partir de clichés. Elle aime bien partir de tropes très classiques pour essayer déconstruire. pour les déconstruire, les reconstruire et essayer d'apporter des petits twists. On sait aussi un petit peu dans Joe, nous. Ouais, dans Joe aussi on fait ça. Ouais. Après, au niveau du croquis, on parlait du chara-design tout à l'heure. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, quand j'essaie de chercher quelque chose, au début, j'ai pas d'images qui me viennent. Alors, par exemple, sur une séance de 4 heures, la première heure, ça va être merdique, des trucs vraiment les plus clichés possibles. Après, ça commence à être intéressant. Après, il y a un truc bien qui se passe. Et puis après, on redescend un peu. Après, je suis fatigué. Puis après, la dernière heure, c'est je ronronne. Mais voilà, il faut vraiment passer par moi, j'ai besoin de travailler une longue période. Au début et à la fin, c'est nul. Et c'est au milieu qu'il y a des trucs intéressants qui peuvent se produire. En fait, il faut faire plusieurs essais. L'idée, c'est de pas vous arrêter. Ah oui, à c'est la en faire première plein. idée qui vous vient. On en a déjà parlé précédemment, mais c'est vrai que la première idée que vous avez, ça peut être très bien la bonne. Mais ce serait dommage de pas en être certain en essayant d'en faire d'autres en fait. Parce que vous allez en faire d'autres et là vous allez voir que finalement c'est la première la bonne ou finalement non, là c'était mieux. Après c'est dommage. La cinquième tentative est En meilleure. fait c'est avec la quantité que vous allez pouvoir comparer la qualité. Si vous n'avez pas de comparatif pour vous dire tiens ça en fait c'est plus intéressant que ça, vous saurez jamais. Pour se forcer à sortir d'un trait, par exemple quand on a fait un trait qu'on a appuyé très fort au crayon qu'on gomme, il n'y a plus la graphite, mais par contre il y a toujours le trait, on va repasser dedans. Et en fait le but c'est d'essayer de se sortir de ce truc-là. Ouais. Dessiner à côté. Voilà, dessiner à côté et sans jamais revenir sur le... Ouais. Pour en revenir à l'univers, sous là je dis des trucs. Au niveau des règles de l'univers, c'est pas seulement les règles type liées à la magie ou des trucs comme ça, mais aussi à tout ce qui est l'aspect politique, l'aspect économique, est-ce qu'il y a des religions, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'il y a des conflits, etc. Et même pour un tout petit projet, bon, sur Joe, j'ai pas trop réfléchi. Non, si, en fait, si. Je sais à peu près dans quel système politique, dans Joe, typiquement, il n'y a pas de religion. Oui, c'est vrai. Dans mes histoires, généralement, il n'y a pas de religion. Mais c'est des choix souvent... de base, que j'ai généralement, mais par exemple même sur des histoires très courtes, j'ai des souvenirs d'histoires très très courtes que j'avais fait d'une 20aine de pages, mais je savais quel était le système politique, ce qu'il y avait
Enfin, comment est-ce que ça se passait dans... Et puis il y a des histoires qui peuvent marcher sans aucune indication de système politique, sans aucune indication sur Voilà, la magie, mais etc. même- Il faut que ça existe quand même. Mais il faut que Oui, ça existe quand même Voilà, dans ta mais tête. il faut qu'il y ait un truc Voilà. que le lecteur ait l'impression qu'il y a un truc sérieux derrière ou quelque chose qui marche bien. Exactement. Quoi. Moi j'ai C'est l'impression ça. que par défaut, le lecteur, il va s'imaginer que c'est comme chez nous en fait. Ouais. Là, par exemple, Joe, on a comme moment dit quel était le système politique de Joe. Oui, ne vous forcez Mais par pas à défaut, toujours dire alors là, les il faut gens que je pensent réfléchisse. c'est à peu près comme le système politique des États-Unis, de la conquête de l'Ouest. Ouais. Voilà. Par défaut, on pense à ça. Donc, sauf si Ouais. c'est vraiment complètement différent, et qui dans ce cas-là, il faut le dire, mais sinon, Ouais. pensez que par défaut, on va chercher quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît. Ouais, Le voilà. patriarcat, Voilà. le capitalisme, les trucs comme ça, c'est ce qui va... Non, mais c'est vrai, c'est ce qui Ouais, va ouais, venir ouais. naturellement. Tout à fait, ouais. Ce dans quoi on vit. Voilà. Encore Joe, je n'ai pas trop réfléchi jusque-là, tu vois. Enfin, j'ai Oui, une après, vague idée. Et ceci Mais- étant dit, il y a des histoires qui se prêtent plus ou moins Aussi. C'est à ça. un développement aussi C'est vrai qu'on se poussé. pose pas non Voilà. plus direct quand on voit Joe de dire Oui, alors, mais voilà. dans quel Ça système dépend ils de votre vivent, type d'histoire, j'ai en besoin de fait. ça pour comprendre. Voilà. Le world building, ça dépend avant tout du genre que vous choisissez. Ouais. Si vous faites Le de la world building doit science-fiction servir ou de l'esprit l'heroic fantasy, c'est évident qu'il faut que vous passiez beaucoup de temps sur votre world building. Ouais. Si vous partez sur de la urban fantasy comme Fangs and Fright ou du western un peu rigolo comme Joe, bah vous avez déjà quelque chose d'existant que les gens vont reconnaître en fait. Donc il y aura un peu moins besoin de ça. Voilà, c'est ça. Et après, c'est de jouer aussi sur la surprise et tout. L'essentiel, c'est de rester toujours cohérent. Voilà, et surtout de ne cohérence. pas changer les règles au cours de l'histoire. Ah oui, Parce que Ouais. ça... Ça se ressent tout de suite. en oui, fait. ça choque. Ouais. c'est Ça sort de l'histoire, ouais. en plus. Et surtout que il faut... Par exemple, quand on veut créer un plot twist au cours de son histoire, des fois, c'est tentant de vouloir casser les règles pour créer le plot twist. Sauf qu'en fait, ça... En Moi, fait, ça me... c'est plus intéressant de partir du plot twist pour faire l'histoire en fait. Ouais, c'est Mais en ça. fait, le plot twist de Full Metal, c'est exactement l'inverse. C'est Oui, les règles étaient voilà, ça c'est depuis ça. le début et c'est parce qu'on nous a dit. Et ça, Voilà. c'est vachement Oh bien, là en là, fait. c'est si bien. Fullmetal. Mais oui, typiquement, j'ai pas de contre-exemple, mais mon contre-exemple habituel pour tout, c'est Twilight. Parce que c'est à peu près tous les trucs qu'il faut pas faire dedans. Bah, heureusement que ça existe, ça permet d'avoir un bon. Ah mais moi, Tout à fait. je défends Twilight, j'aime bien les films. Parce qu'ils sont très drôles. Moi je dis que si ça a permis de pas passer voulu. du bon temps à certaines personnes, et ben c'était pas permis. Exactement. Je suis Mais tout à fait d'accord en avec toi. termes de construction de personnages et de construction... Encore construction d'univers, ça peut encore se défendre, je Ouais. trouve. Il y a quand même des idées qui sont sympas. Mais en termes de construction des personnages et des relations entre les personnages, pour moi, c'est un bingo de tous les trucs qu'il faut pas faire. Par exemple, bon, j'aime pas trop parler de contre-exemple parce que c'est pas trop l'ambiance de podcast, mais bon, puisqu'on a parlé de Twilight, on sait que dans Twilight, les vampires brillent au soleil et que du coup ils se cachent. Donc ça, c'est le règle qui nous est donné dès le départ. Ils doivent se cacher et pas se montrer au soleil parce que sinon on va voir que c'est des vampires parce qu'ils brillent. Quand Edward et Bella se marient, qu'est-ce qu'ils font? Dans les films en tout cas, ils vont à Rio. Ils vont à l'endroit où il y a le plus de soleil. Oui, mais c'est une île privatisée. Ouais, enfin, Les gens qui vivent dessus... Enfin, il n'y a pas de gens qui vivent dessus, mais ils ont une Ouais, espèce d'assistante enfin, voilà. et elle est au courant. ça reste peu logique, tu vois. En fait, Ah non, quand c'est vous vrai. donnez Elle une aurait règle- sortir les rames voilà. pour expliquer ça, quoi. Voilà, c'est ça. Quand vous donnez une Ouais, c'est règle vrai. à votre univers, essayez de rester cohérent avec cette règle, quoi. C'est ça, c'est surtout ça le truc. Voilà. C'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, demandez-vous pourquoi et est-ce que c'est cohérent avec ce que j'ai dit avant. Voilà. Voilà, donc n'enlevez pas vos vampires qui brillent au soleil. Oui, ou par exemple, dans le 2, les méchants, ils vivent en Italie, Oui, dans- les vampires italiens, là où il y a bien du soleil, Mais non, c'est très nuageux, l'Italie, voyez. dans une ville où tous les ans, ils ont une fête qui célèbre... Fête du soleil. Non, la mort d'un vampire. Donc ils sont dans une ville où ils savent que les vampires existent. Et ils se planquent là. Ouais. C'est complètement débile, j'adore. Oui, C'est Et magnifique. peut-être ils sont tellement blasés d'être immortels, ils ont besoin d'un petit peu de piment dans leur d'adrénaline, vie. tu Je vois. pense que c'est ça, surtout qu'en plus ils passent leur temps dans leur cave à attendre que Ils doivent des... s'ennuyer, les pauvres. Alors, Ils regardent les mouches qui passent et ils attendent C'est qu'un vrai. quart de touristes passe dans le coin pour visiter leur cave pour les bouffer, genre, et personne... Ça attire personne, ça. Enfin, bref, c'est débile. Voilà, très bon contre-exemple. J'adore Twilight pour ça. C'est un excellent contre-exemple. Je suis heureuse que ça existe. on a senti ta passion. Ouais, non, mais je connais un peu trop Twilight pour être honnête. Et, Bon, du coup, on va peut-être passer à la suite. la suite. Et merveilleuse introduction sur quelles erreurs Tout à à éviter. fait, mais Bah, absolument. Twilight. Parce que, voilà, une fois qu'on a vu ce qui nous semblait important, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut essayer d'éviter? On l'a un petit peu dit en filigrane, mais du coup, voilà, faire le point là-dessus. Pour vous, qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous pensez quand on vous dit il faut vraiment pas faire ça en world building ou en création de personnages? Alors, en personnage, le truc à éviter, c'est ne pas virer dans l'essentialisme.
J'ai dit mon deuxième mot préféré. Alors vas-y, Allez, la lutte des classes, c'est bon, l'essentialisme. Qu'est-ce que c'est l'essentialisme? Dis-nous ça. L'essentialisme, en gros, c'est quand l'essence précède l'existence. Donc c'est le principe philosophique de l'essentialisme. En gros, une femme a forcément un vagin, un homme a forcément un pénis, le blanc va forcément mieux réussir que les autres, le riche, il est riche parce qu'il le mérite. Non, ça c'est encore autre chose. Mais Pas tout à fait essentialiste. Mais en fait, mais il y a un peu de ça en ça. La méritocratie, ça découle de l'essentialisme en fait. Voilà, mais ouais, c'est ça. C'est En fait, tu réussis, si tu réussis, c'est parce que t'es doué, parce que t'as ça en gros, toi. c'est tout rapporté à ta naissance. En fait. Pas Ta de naissance naissance, détermine. Plus que Tout ta ce- naissance en fait. Tout ce que tu vis dans ta vie, tu le mérites entre guillemets parce que tu es toi. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est en Ok. gros, et que c'est une naissance en fait qui transcende ça. Donc en fait, c'est un peu tous les trucs des Chosen One et c'est le héros qui est héros Oui, passif. c'est vrai. Non, ça, pas, ouais. je dirais plutôt dans les clichés Bah en si, fait. il n'y a pas beaucoup d'histoires où le Chosen One, c'est pas un Chosen One. Enfin, c'est... Enfin, moi par exemple, mais quand tu me dis ça, arrête ça là. me fait penser à moi ce qui m'agace, c'est le côté, le héros, c'est forcément le fils de quelqu'un qui était déjà un héros, tu vois. Il a forcément une filiation, tu vois. Je vois ce que tu veux Naruto, dire. Je suis d'accord avec ça. Mais même, c'est pas. Même Harry Skywalker. Potter, ses parents c'était des héros, tu vois. Ouais, c'est pas Luke vraiment. Skywalker, typiquement, voilà. Ouais, c'est. Il faudrait que je réfléchisse un peu là-dessus. Mais Ah, Bella, c'est effectivement, la il y a. fille de rien. Ouais, Ah, mais là. c'est vrai. Ouais, mais là, c'est vrai, c'est la Ouais. fille. Littéralement la fille de rien. Alors que son père, c'est le meilleur. C'est vrai. Le meilleur personnage. C'est vrai. En vrai. Bref, non, mais ça va être plutôt pour créer des personnages au niveau de leur personnalité. Par exemple, une fille, ça va être comme ça. Le d'accord. personnage noir, Oui. ça sera forcément un personnage secondaire. Le petit gros rigolo. le petit gros rigolo. On le connaît tous. Voilà, Ouais, tu vois, des choses comme Donc, ça. Pour moi, le truc à faire pour ça, pour ne pas essentialiser vos personnages, vous écrivez votre personnage au niveau psychologique. Vous dites, il ou elle est téméraire. Il ou elle a peur de... Mais il ou elle a peur de l'eau. Il ou elle a des conflits avec sa mère, ou il ou elle, voilà. Uniquement psychologique. Ensuite, vous prenez un dé. Et sur ce dé, vous allez mettre, par exemple, sur une face, vous allez mettre qu'il est blanc, sur une face, il allez mettre qu'il est noir, sur une face, il allez faire qu'il est d'une autre couleur, voilà. Vous faites rouler le dé, hop, vous avez la couleur de votre personnage. Ouais, Ensuite, le vous faites seul, pareil ouais, avec le mais genre, en fait, vous faites pareil avec le... pas trop. Je suis pas- pas tout à fait non, d'accord non. avec ça, parce que ça dépend dans En fait, quel Ah quel oui, non, univers. évidemment, Ça dépend de votre l'univers. univers. Non, ça, c'est Parce sûr. que Ça, c'est sûr. voilà, parce que en fait, dans ça peut être un bon exercice de petite création de personnages comme ça, mais pour une histoire plus construite, je sais pas. Il faut que ça soit en accord avec les règles de votre univers, Mais- évidemment. En fait, surtout, moi je pense que ce qui est important, c'est pas tant d'avoir une fois de temps en temps un personnage qui colle à des stéréotypes auxquels on est habitué, mais d'avoir sur la quantité une variété Oui. qui sort suffisamment des Ah sentiers pour que. Parce qu'en fait, en soi, avoir un personnage de bibo décérébré, ça peut ne pas être un problème. Peut-être que c'est un personnage super drôle à suivre, mais si c'est un personnage que on voit tout le temps, constamment à l'écran, et ben, elle Ouais. devient un cliché en fait. Ouais. Ouais, C'est en ça, fait, le souci. ça dépend de la richesse qu'on va mettre derrière. Parce Ouais. qu'effectivement, le cliché de la bimbo décérébrée, à côté de ça, elle peut avoir bon cœur, Ouais. elle peut avoir des passions. Parce que le cliché de la bimbo décérébrée, c'est qu'en fait, elle n'est qu'une bimbo décérébrée. Elle est réduite à ça, ouais. Elle a pas d'amis, ou Elle est alors superficielle. elle est superficielle, etc. Alors qu'en fait, elle peut être juste aimer beaucoup la mode, être un peu bête, mais c'est pas parce que t'es bête que tu peux pas être attachant. Enfin, Que tu peux pas être un bon personnage. ou que tu peux pas être un bon personnage. Il y a plein de personnages un peu bébêtes. Après, il y a qui des sont très bien. personnages qui sont bêtes d'un côté, intelligents de l'autre. Luffy, par exemple, on le présente comme un débile. Ouais. Et après, il est intelligent. Puis après, il est redébile. Et puis après, il comprend rien. Puis après, il comprend des trucs. Enfin, Il y a des Mais- moments où il a été intelligent, le fils. Ouais, il y a des Ouais. moments où il fronce les sourcils et il est pas content et il faut C'est pas vrai. taper ses amis. En fait, Luffy, C'est- moi ce que je trouvais intéressant dans One Piece, c'est que Luffy, on ne sait jamais ce qu'il pense. Il n'y a jamais de bulle de pensée. Il y en a de Luffy. jamais dans Jamais. One Ouais, Piece. ça. C'est ça que j'aime bien dans One Piece Et d'ailleurs. ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, Luffy, c'est vrai qu'il a ce côté très décérébré, mais il y a des moments où il se passe quelque chose dans l'histoire, et là, on sent que ça a passé une ligne dans sa tête, et c'est à ce moment-là où il va réagir de manière extrême en fait. Quand on, C'est quand on- sublime. Voilà, on sait que Luffy, il faut pas toucher à ses amis, tu vois, parce que le jour où on le fait, tout de suite ça va pas, mais à aucun moment on est dans sa tête. Et ça, je trouve ça intéressant. Si, il y a des bulles Ouais. de pensée dans One Piece à certains moments. Très Ah, très On très très. on voit Nico Robin qui imagine des trucs avec des dessins moches et c'est très drôle. Ah, je m'en souviens Ouais, mais plus. c'est très rare, et surtout Ouais. jamais Luffy. Il me Mais je semble sais, que Luffy, je sais que Oda Ouais, l'avait c'est dit, hein, il disait, lui ça l'insupporte dans les mangas où t'as des bulles de pensée, où ils expliquent tout, et je suis tout à fait d'accord avec lui dans mes BD à moi, et même dans Dans le jeu, il y a Joe, très peu de pensée aussi. il y en a quasiment jamais. Hein. Moi j'essaie d'en mettre un minimum. Quand j'en mets, c'est parce que je sais pas si c'est un défaut que j'ai et qu'il faudrait que j'y réfléchisse ou pas, mais
C'est pour montrer quand un personnage a un tourment intérieur et montrer le fil de sa pensée et à quel point ça spirale en fait. Oui. Après, ça peut servir à l'histoire aussi. Moi, dans Bang, Ouais. je mets des trucs de pensée exprès pour le gag. Oui, Ah, voilà, donc là, mais dans là, c'est Bang, sûr qu'elle a dans Bang, pensé ça et marche c'était, bien, ouais. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, enfin, ce que j'avais fait dans Cockroach, et j'ai fait ça que dans Cockroach d'ailleurs, c'est il pense, mais je mets par exemple une image plutôt que qu'un film. c'est vrai. Parce que quand on va discuter avec quelqu'un et qu'on va penser, je sais pas, à quelque chose, on va se le représenter de manière très floue dans sa tête. On va pas se dire une phrase, on va avoir des images et une émotion ou des trucs comme ça. Ça aussi, c'est intéressant de réfléchir sur ce genre de choses, Oui. je trouve. Mais ça nous a bien sorti de ce dont on était en train de parler à la base. Ouais. Ah oui, les trucs à éviter. Ouais. Bah oui, donc On a dit l'essentialisme. voilà, l'essentialisme, éviter... qu'est-ce qu'il y a à éviter dans le world building Peut-être. ouais. Dans le world building, j'en ai parlé tout à l'heure, se vautrer et se noyer dans le world building, moi c'est ce que je suis un peu en train de faire. Et on me sort à coup de pied de ça, et donc merci Anne et merci Jackpot. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est à la fois quelque chose de super agréable, je trouve, parce que vous parliez du jardinage versus architecture dans une des émissions précédentes. Ouais. Et ben dans le world building, c'est vraiment moi je jardine, j'ai des idées, puis paf, j'ai un truc qui vient, puis hop, au fur et à mesure ça s'enchaîne, c'est super agréable. Puis après, des graines, voilà, mais après il faut trier et il faut bêcher, il faut enlever des graines, il faut retrouver les. On a planté plein de petits cailloux, il faut revenir chercher tout ça, sélectionner ceux qui sont bons ou pas. Et moi j'ai toujours l'angoisse de dire ah mais peut-être que ça c'est une idée qui est nulle maintenant, mais que ça sera peut-être intéressant, et donc je laisse. Et donc le fichier que je suis en train de taper grandit, et j'appelle ça la world building it aiguë. T'as du mal à te sortir du world building pour aller dans la création justement d'histoire. Voilà, c'est ça. Et donc, l'histoire, ça va à peu près, mais l'histoire aussi, elle subit le même truc, les personnages aussi. Quand je passerai aux personnages, sans doute que ça suivra le même truc. Et donc, il faut vraiment... je pense qu'effectivement, comme vous avez dit dans une précédente émission, la créativité, c'est subtraction. Ouais. Et Ouais, donc, faut savoir enlever des choses et se faire un choix. Enlever des choses et faire un choix, et je pense que c'est important. Et donc dans le world building, moi je me vautre un peu dans tout ça, je me flatte un peu de trouver des idées, je suis très content, je découvre des choses et je me fais plaisir. C'est comme si je regardais un film et que j'étais surpris à chaque fois. Mais je pense qu'il faut savoir s'arrêter, et voilà, je pense que ça c'est... Mais de toute façon, les idées qu'on trie, que ce soit pour le world building ou pour les personnages ou quoi que ce soit, c'est pas des idées perdues, elles peuvent servir pour une autre œuvre plus tard. Ah oui, bien sûr, mais c'est ouais. la masse, la masse que ça forme qui me fait peur, moi, parce qu'après il faut que je me retape toutes les remises en forme et tout. Voilà, et là je le paye, là, voilà. Moi, généralement, je visualise ça comme couper à la serpe des choses. Ah Je sais que par exemple... oui, tu élagues ton arbre par exemple, de world building. Avec une amie, donc Anne Masse, dont je ferai la promo de son webcomic tout à l'heure. On a fait plusieurs BD ensemble, et notamment une où à la base on avait imaginé mais tout un truc hyper compliqué, etc. On avait créé une histoire qui s'appelle l'Évangile de Jonas, qui malheureusement n'est pas disponible en ligne, et donc ça se passe dans un futur alternatif, dans un monde alternatif où le christianisme n'a pas encore eu lieu, et se passe a lieu en fait dans un futur proche. On a rajouté des petits aliens dedans qui servent là juste à traîner dans les coins, et le héros est trop fan de Jésus, donc avec son association d'entraide, etc. Et dans notre idée de base, les apôtres devaient être des vampires. Et on n'avait pas trop d'idées de comment est-ce que Jésus et les apôtres étaient. On s'était imaginé qu'ils étaient peut-être toujours vivants depuis 2000 ans, etc. Finalement, on a tout complètement viré ça. C'était une bonne idée, hein. Enfin, c'est une bonne idée. Ça aurait été très drôle. Ça aurait été très drôle, mais on n'arrivait pas à caser ça. Ouais. On n'arrivait pas à créer une histoire à partir de ça. rentre pas dans Voilà. Du coup, on a viré le côté vampire et on a posé ça dans un futur proche. Voilà. Et j'aime bien notre Il faut faire des choix. Voilà, faire des choix, ne pas hésiter en fait à... Même qu'on a une bonne idée... ouais, voilà. Pour moi, c'est comme le scénario en fait. C'est des fois, on a des bonnes idées. Le problème, c'est que cette bonne idée, elle arrive pas à être calée quelque part. Elle a pas sa place dans cette histoire. Et du coup, faut la virer. Si on force, c'est que c'est pas la C'est peine. ça. Et c'est un peu pour moi le scénario world building personnage 101. C'est-à-dire que des fois, on est très sage. Pour pouvoir avancer, il faut pouvoir se séparer de son idée préférée. Ouais. Voilà. C'est vrai, ouais. C'est ça. Et pareil, je pense qu'il y a d'un côté se perdre dans le world building, et de l'autre côté, il y a aussi quand t'as trop de personnages. Ouais. Quand tu commences à créer beaucoup de personnages que t'aimes tous de tout ton cœur, mais malheureusement, il y en a peut-être... ça va peut-être finir par perdre un peu ton lecteur si t'arrives pas à ce que... S'il y en a trop, en fait... C'est un truc de physiologique du cerveau, en fait, quand on est confronté à trop d'informations, on se ferme.
Le cerveau ne peut pas supporter trop d'informations à la fois. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de saturation. Donc pensez que si vous avez beaucoup de personnages, vous allez peut-être amener votre lecteur à saturation. Ouais, et pas le trou de les introduire en même temps si vous en avez beaucoup en plus. Ouais, alors j'ai 2 exemples. Un très bon exemple de ça, d'une histoire avec énormément de personnages mais qui marche bien. C'est Seven Seeds. Alors j'ai pas encore fini de lire, c'est un manga. Ouais. C'est un manga. C'est la même autrice qui a fait Basara. Ah oui. Et dans ces 2 mangas, c'est des mangas très très longs, d'une vingtaine ou d'une trentaine de volumes. Et il y a tellement de personnages. Et dans Seven Seeds, il y a énormément de personnages, mais ils sont introduits au compte-gouttes. C'est-à-dire qu'on va commencer à suivre par une équipe de 4-5 personnages. Puis après, il y a une seconde équipe de 4-5 personnages qui va arriver. Et puis après, encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Mais en fait, on n'arrive pas à s'y perdre malgré tout. Parce qu'il y en a aussi qui meurent entre-temps. Donc du coup, ça on élimine certains. C'est bon, du coup, ça libère de l'espace dans ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hunter x Hunter aussi fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnages, et en fait, ils s'arrangent pour faire terminer l'arc d'un personnage et enchaîner sur l'arc d'un suivant. En fait, et pendant ce temps-là, l'autre personnage sera toujours là, mais inactif. Voilà, et c'est ensuite, ça, il va revenir. Voilà. Et One Piece, c'est pas mal ça aussi. En termes oui, c'est vrai. One Piece, il y a déjà. On s'y perd un peu quand même dans One Piece. Ouais, il commence à y en avoir beaucoup, mais il y a quand même une force dans One Piece, sauf pour les personnages féminins, c'est que les personnages ont tous des tronches extrêmement différentes. Ça, c'est vrai, on le reconnaît tout de suite. Et du coup, on les identifie hyper facilement. Moi, ça aussi, c'est un truc que j'appréciais dans One Piece. Et d'ailleurs, One Piece aussi, ça me fait penser, on a même pas. On parle de One Piece depuis le début, on n'a même pas parlé du world building de One Piece qui est incroyable. C'est vrai. Ouais. Tout à fait, ouais. Et qui est nébuleux quand même, parce qu'on peut pas tirer quelques principes. Il y en a quelques-uns. Ça fait longtemps que j'ai plus lu, peut-être que moi, ça va être incohérent, aussi, mais non, quand même, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de principes qui sont introduits au fur et à mesure. Ouais, en fait, c'est à la à part les fruits d'éléments et les routes, et les routes maritimes. Si, je pense que quand tu le relis, en fait, tu te rends compte des informations qui sont présentes dès le début, mais que tu vois que bien plus tard. Ah ouais, dès le début. Moi, One Piece, j'ai relu le début plusieurs fois, et c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu reprends depuis le début, tu fais ah putain, mais en fait, il parlait déjà de ça, ça, il y a des trucs qui sont introduits, mais qui sont présentés dès le début, quoi. En fait, je pense One Piece aussi, Oda s'est donné les moyens de créer un monde dans lequel quasiment tout est possible pour qu'il puisse laisser les cours à son imagination. Ça aussi, c'est bien, ça, de créer des règles suffisamment lâches pour pouvoir suffisamment rigoureuses pour être solides. Avoir quelques couples de règles qui sont les fondements et qu'on n'en déroge pas, mais que tout le reste, ça puisse être un peu... À l'intérieur d'une règle, votre règle, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Peut-être que quelques règles bien cernées et bien rigides donnent du corps à tout le reste, même si c'est flou. C'est ça. Ouais, peut-être. C'est ça. Mais moi, c'est comme ça que j'aime bien créer des univers et des personnages. Mes personnages, au début, c'est des coquilles vides avec quelques vagues idées, quelques vagues envies que j'ai envie de faire pour eux. Et après, je les laisse se développer au fur et à mesure. Et ils se définissent aussi par l'histoire qu'ils vont vivre. Ouais, moi, c'est un peu ce que j'ai fait pour mon personnage principal, Nathan. Et j'avais beaucoup peur d'arriver à le protagoniste cliché, paladin, pas très intéressant, un peu coquille vide tout du long. Et en fait, au fur et à mesure que je l'écris, je me rends compte que en fait, il est un peu sarcastique, il est pas toujours gentil, même si c'est quand même l'un des trucs qui le définit la plupart du temps, faut pas le faire chier. Mais c'était pas là au départ, et ça me faisait pas mal peur. Alors que mes autres personnages, eux, j'avais de suite un trait de caractère pour eux. Ouais. Mais du coup, en fait, par contre, ce que tu dis par rapport à Nathan, je trouve qu'il faut savoir aussi qu'il y a des personnages qui ont besoin d'être pas définis. En fait, par rapport à votre narration. C'est un peu ce que dit George Lucas quand il parle de Star Wars et du personnage de Luke Skywalker. Il dit que justement c'est un personnage qui est volontairement très lisse et finalement qui n'a pas beaucoup de traits de personnalité, parce que le but c'est que on puisse s'identifier à lui, vivre. L'idée c'est que c'est juste le véhicule du voyage du spectateur en fait. Le spectateur doit, à travers Luke, vivre les mêmes aventures, et si le personnage principal a trop de personnalité, c'est plus compliqué d'entrer dans ce procédé narratif. Mais en fait ce personnage ça sert de fil rouge à l'histoire plus que de personnage auquel on s'attache. C'est ça, voilà. Ça dépend toujours de l'histoire qu'on veut raconter. En fait, c'est toujours ça. Tout est imbriqué. Tant que c'est un choix délibéré, everything is connected. Yes. C'est ça, ouais. Il faut aussi réfléchir au fait que ton histoire, il faut aussi que l'histoire réponde à l'univers. En gros que les trois se répondent sans cesse. Il faut pas que telle histoire... si tu peux transporter ton histoire dans un tout autre univers, c'est peut-être qu'il y a un souci. Voilà, c'est qu'il y a un souci, ouais. Même si je serais hyper friand de tranches de vie à la con dans des univers fantastiques, n'est-ce pas
Mais il faut quand même que cette histoire ne puisse pas se passer autre part que dans cet univers-là. C'est vrai que c'est... Qu'est-ce que c'est une tranche de vie chez une famille de sorcières, par exemple? Ça va pas être les mêmes tranches de vie que chez des humains. Ouais, Non, chez les nécromanciens, dans la Ouais. Byzance antique. Ouais. Tranche de vie chez les... C'est bon ça. Chez les quoi? Chez les nécromanciens de la Byzance antique. Moi ça me va, je suis partante. Non, Vas-y, voilà, fais ça. On vient de vous pitcher. Voilà, moi j'aime bien ce genre d'univers Ça- bizarre. ça, Voilà. ça va être des histoires autour de où est-ce que t'as rangé les bougies pour le rituel Où est-ce que t'as mis les crânes humains encore? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, podcast vous offre un pitch de webcomic gratuit. Allez-y. Moi je veux lire ça, moi. Ça c'est ma cam. Ouais, du coup, pour terminer, moi je voudrais te dire que je trouve qu'une façon de faire vivre l'univers, c'est aussi par les personnages et par certains trucs qu'ils peuvent avoir. Donc, on va penser par exemple à des jurons qui vont être différents ou des trucs comme ça, où ça implique que l'univers n'est pas le même, mais aussi des trucs hyper basiques. Donc, par exemple, moi, j'aime pas trop le world building, donc j'ai placé ça en France, en France contemporaine, parce que c'est ce que je connais bien. Et par exemple, si à un moment je veux que mes personnages fassent une blague sur le jingle de la SNCF, bah ils pourront parce que déjà nous on connaît tous ça, mais dans un autre univers où il n'y a pas la SNCF, on va avoir des trucs équivalents, des choses qui sont dans cet univers qui existent, qui font vivre l'univers, que les personnages vivent au quotidien. Et si vous arrivez à mettre vos lecteurs et vos lectrices en condition pour apprendre ces éléments de l'univers, et ben si des personnages font des blagues dessus ou d'autres remarques dessus, ça devient aussi un fond culturel commun en quelque sorte. Ouais, j'ai 2 exemples comme ça. Mais du coup qui... par exemple, pour moi, un très bon world building, c'est celui d'Harry Potter. Ouais. Il est suffisamment large pour pouvoir créer... Toi, en tant que fan, créer tes propres trucs. Il suffit de voir le fandom Harry Potter qui est genre pouf, incroyable. Mais dedans t'as plein de petits détails à la con, genre ils montent les escaliers, ils font attention à éviter la marche dans laquelle tu peux te précipiter, enfin tu peux tomber dedans. À un moment il y a une scène où t'as Harry, je crois que c'est dans le je sais plus dans lequel, Ron et Harry sont fâchés, je crois que c'est dans le 4, et il y a Harry et Hermione qui marchent, qui prennent leur petit déjeuner, enfin ils finissent leur petit déjeuner sur le bord du lac, et Harry balance son toast, et le toast est rattrapé par le poulpe géant. Ouais. Et c'est le genre de petits détails qui donnent tout de suite vie un petit peu à l'univers. C'est vrai qu'un univers, ça peut aussi passer par beaucoup de de détails. Et mon autre exemple d'univers très cohérent, c'est celui de Jackie au Royaume des Filles. Ah, tout à fait. Excellent world building. Tout a été pensé, du vocabulaire un peu bizarre. Si vous ne connaissez pas Jackie au Royaume des Filles, il s'agit d'un film de Riyad Satouf. Le best. Où, le postulat de base, c'est un monde matriarcal. Ouais, ça se passe dans le royaume de Bubune, dictature, qui est une dictature matriarcale. Eh ben, en fait, non. C'est le monde entier qui est patriarcal. Et le royaume de Bubune, qui est dans cet univers... Où ça c'est une dictature matriarcale, mais l'univers est matriarcal. Et on voit les autres pays qui viennent visiter d'ailleurs pour... est aussi matriarcal. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment, en termes de world building, j'avais putain ça c'est malin ça. Parce que ça aurait été très facile de faire Mondo Versolo, je sais pas quoi là, où on nous a dit vous devriez lire ça, vous qui faites Joe, c'est un univers avec des westerns et où c'est les femmes qui dirigent, et en fait c'est juste qu'ils ont mis des femmes à la place des hommes, et tu fais genre... on peut pas faire ça en fait. C'est pas réfléchi en termes d'univers, c'est juste un procédé un peu facile. Ouais, et du coup, pour Jackie au Royaume des Filles, qu'est-ce qui t'avait le plus Alors, marqué, déjà, il y a tout un vocabulaire qui est différent. T'as dans les tenues, un truc aussi qui est... Enfin, ils mangent une espèce de bouillie qui mange Ils mangent tous la même chose. Ils mangent tous la même chose, ils ont pas le droit de manger des plantains, qui sont en fait juste des plantes. Des légumes, juste des légumes, et ils ont cette espèce de religion. Sur les chevaux. Les chevalins. Les petits chevalins avec les 2 juments sacrés, enfin... mais tout le world building est vraiment drôle. Tout est bien pensé, tout est cohérent en fait. Ouais, c'est ça. Ça rend le film très intéressant. Voilà, du vocabulaire jusqu'à l'univers. Parce qu'en fait, ça va au-delà de la caricature. Ça va au-delà du juste on va rendre ça drôle. On va faire des hommes à la place des femmes, ça va être drôle. Non, ils ont pensé un univers dans lequel ça se passe comme ça et tout est cohérent. Et en plus, le fait que les hommes soient soumis aux femmes, c'est pas drôle du tout, quoi. Non, c'est même très malaisant. C'est super malaisant, ouais. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce film. Et un autre truc, alors ça je l'avais appris lors d'une émission de radio dans laquelle participait Riyad Satouf pour la promotion de ce film. Il expliquait que lorsqu'il voulait faire le film, il voulait engager des femmes beaucoup plus grandes et beaucoup plus larges que les hommes, et des hommes plutôt malingres.
exactement comme le dimorphisme sexuel des humains à l'heure actuelle, où les hommes sont plutôt grands, les femmes sont plutôt petites. Et parce que donc il s'était renseigné là-dessus et que ce dimorphisme sexuel serait acquis en fait au cours de notre évolution. Pas vraiment en contre-évolution parce que c'est juste une évolution en fait. Ouais, il y a pas de mais il y a des facteurs sociaux. Qu'il y aurait des facteurs sociaux qui auraient influencé ça. Et il s'est imaginé justement un univers où un univers matriarcal depuis entre guillemets la nuit des temps, ils vivent dans leur bulle. Voilà. Du coup, les femmes étant au pouvoir ont sélectionné des partenaires de reproduction qui sont plus petits qu'elles et petit à petit. Non, en fait, c'est pas ça en fait. Le dimorphisme actuel est probablement hérité de périodes où il y avait moins à manger, mais comme c'est les hommes qui dominent, eux ils ont plus à manger, et donc du coup on été sélectionné des femmes plus petites, plus menues, qui avaient besoin de moins de ressources. Voilà. Mais après, c'est un ensemble, tu vois. C'est un peu la foule à poule, hein. Littéralement. Pardon. Et du coup, Riet Satouf, il disait ça. Et Riet Satouf expliquait ça. Et du coup, je m'étais dit, waouh, il a vraiment pensé à tout, quoi. Mais comme quoi, quand on se pose des questions et qu'on essaie de trouver une rigidité, enfin en tout cas des règles, ça se ressent même si on les Exactement. L'idée, c'est de se poser beaucoup de questions. En fait, moi, j'étais en train de demander pourquoi. Mais alors justement, son problème aussi, c'est qu'il n'avait pas réussi à faire ça pour son film. Et donc du coup, dans le film, les hommes sont quand même plus grands que les femmes, etc. Alors, j'étais en train de penser, est-ce que vous avez lu Lovecraft ? Parce que Lovecraft, c'est tout un univers, moi je les ai lus il y a longtemps, mais c'est un univers où il y a vraiment, on pose tous les grands anciens, la grande race, les combats galactiques, les humains, le tissu de la réalité qui se déchire, la folie qui est au moindre événement qui est différent. Et en fait, j'arrive plus à me souvenir s'il y a vraiment quelque chose qui est construit. J'ai l'impression que c'est. En fait, déjà le principe, c'était les nouvelles au fur et à mesure, des romans, des nouvelles. C'était une publication. C'était peut-être un peu façon webcomics, un truc qui était fait peut-être. Je sais pas comment. Mais disons que ça a fait un corps et ça a fait finalement des règles, puisque après ils ont pu faire plein de choses. Enfin, l'œuvre a vécu après lui et il y a vraiment. Beaucoup de gens s'y sont retrouvés et ont pu continuer. Donc c'est qu'il y a quand même un certain nombre de principes. Ouais, il a posé un univers assez riche pour qu'on puisse c'est très riche, quoi. C'est une abysse. Écoutez, je pense qu'on a pas mal ratissé le sujet. Ouais. On va terminer en vous proposant quelques petites ressources pour aller plus loin. Voilà. Donc, notamment, Fouredo voulait vous recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Les Chroniques de Jadencore. Oui, alors en fait, je suis tombé dessus, je cherchais, je sais plus ce que c'était, de la ref sur un jeu qui s'appelle Sword and Sorcery, et je suis tombé sur l'épisode Sword and Sorcery de Jadencore, et là, j'ai regardé toute la chaîne, et vraiment, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a dû beaucoup lire, qui a lu beaucoup en science-fiction, fantasy, post-apo, etc., qui a une énorme culture, et qui a réussi à dégager vraiment des principes sur la création de monde, d'univers, de principes pour qu'un monde soit à peu près, suffisamment crédible, et du poids. Et donc à chaque épisode, c'est par exemple l'épisode d'horreur dans l'espace, l'épisode de post-apocalyptique, et en fait il va présenter à chaque fois, l'épisode va être structuré toujours de la même manière, c'est-à-dire que ça sera donc une présentation du grand genre dans lequel il veut fonder son exemple. Donc je passe par exemple sur l'heroic fantasy, sur divers genres comme ça, ou la dark fantasy, ou des choses plus politiques. Donc il donne un peu quelques structures et puis après il illustre ça tout de suite sur un exemple qu'il crée comme ça. Donc il va créer un monde vraiment c'est préparé, hein, c'est vraiment très préparé et c'est assez court comme émission. C'est dense, c'est vraiment très très bien fait. C'est très inspirant, très évocateur, vraiment super chaîne. Ça donne des très bons conseils pour la création d'univers. Et après il a aussi fait d'autres émissions. Donc là il s'est arrêté, je pense pour créer pour lui et je pense que c'est très bien aussi. Il a raison, tout à fait. Et il a aussi fait d'autres émissions où c'est des façons de travailler, des façons de se sortir de sa sphère de confiance. Enfin, c'est vraiment une très belle découverte. Si le worldbuilding vous intéresse, que vous avez envie de créer des univers très inspirants, cette chaîne est vraiment intéressante. On a peut-être quelques livres sur le scénario, le personnage, tout ça. Ouais, alors en termes de scénario, moi en ce moment je lis Story de Robert McKee, donc disponible en français, même si le titre reste en anglais. Il s'attache plus à décortiquer comment créer du scénario pour des films. Donc il y a certains principes, notamment si on veut faire du long. Sur le long cours, ça va pas forcément très bien s'appliquer, mais ça permet d'absorber pas mal de règles de base pour la structure qui sont pas mal. Et pour l'instant, je suis encore en train de le lire, donc je suis loin d'avoir fini, mais c'est très solide. Voilà. Donc si vous voulez quelque chose de très analytique, c'est une recommandation. Voilà, donc on vous recommande Les Chroniques de Jadencore et Story de Robert McKee en lecture complémentaire à ce podcast.
Eh bien, tu veux dire quelque chose? En fait, il y avait aussi la dramaturgie dont Ah je oui, parlais tout à tout à l'heure, fait. Ah oui, de c'est- Yves Lavandier, qui est D'accord. voilà. Alors moi j'en suis au début et c'est vraiment très voilà, c'est passionnant. C'est aussi un livre sur le scénario en fait. pour les Sur le solos. scénario, et c'est vrai que dès le début, il nous dit que c'est les conflits, c'est important de vraiment cerner les conflits, de réfléchir à tout ça. Et ouais, c'est Voilà nos petites recommandations. Et bien, on va conclure cet épisode. Oui, c'est l'heure de la conclusion. Donc, en gros, on va se dire que ce soit en termes de personnages ou d'univers, on va créer, on va poser sur le papier énormément plus de choses que ce dont on va avoir besoin dans notre histoire et qu'il faut savoir faire du tri entre ce qu'on va montrer, ce qu'on va garder pour nous, qui va nous servir de base quand même, et savoir faire le tri voilà, entre les informations qui vont être utiles aux lecteurs et lectrices et celles qui vont l'ennuyer C'est ça. aussi. Ça aide à faire... Ce qui sera très important, voilà, c'est de pas noyer votre. Si vous avez un univers très riche, c'est de pas noyer votre lecteur au sein de votre histoire sur des explications sur l'univers. Faut que que ce l'univers soit soit nourrissant, présent, mais pas bourratif. qui très gère, bien. voilà, qui gère le contexte. Ne mais faites pas gerber votre lecteur. S'il vous plaît. Et donc, à côté de ça, savoir faire le deuil de ces milliards de petites idées chouettes, mais qui n'ont pas leur place dans l'histoire ou l'univers ou les personnages que vous êtes en train de créer. Mais ce sera pour une autre œuvre. Ce n'est pas perdu. Ne faites pas votre J.K. Rowling, s'il vous plaît. Merci Yia, merci Soyouz, merci Furedo. Donc on va terminer cet épisode en recommandant vos webcomics, n'est-ce pas? Toi Soyouz, t'as Cockroaching et Joe. Voilà, j'ai aussi quelques petits faits comiques par-ci par-là sur internet, si vous arrivez à les débusquer. La tragédie. Non. Et j'aurais comme recommandation Azalaïs de Anne Masse, disponible sur Webtoon Factory, qui est donc Anne Masse qui est ma comparse avec qui une de mes autres comparses plutôt, parce que j'en ai Une de beaucoup. tes autres collaboratrices. Une de mes autres collaboratrices, Je avec suis pas exclusive. voilà, avec qui on a une méthode de travail complètement différente d'avec Jackpot d'ailleurs, c'est intéressant, donc qui a fait Azalaïs et qui est très très cool, et à côté La Traque des Anciens Dieux de H. Lenoir, Tout à fait. Qui n'est pas un webcomic, mais que nous vous recommandons tout de même, voilà. car c'est français. Et ici, c'est la France. Et toi, Furedo? N'importe quoi. Merci de me donner l'occasion. Donc moi j'avais deux petits, donc un webcomics qui s'appelle Bang. Alors Bang B4NG point d'exclamation. Et originellement je l'avais mis sur webcomics.fr, mais c'est vrai que la plateforme est un petit peu en déshérence, donc maintenant je l'ai mis sur Amilova. Donc c'est un webcomics sur des gens qui font des fanzines dans des conventions. C'est des strips en 4 cases, et voilà, c'est toutes les horreurs qui se passent, tous les très petits drôle. tracas, voilà, c'est des gags. J'ai à peu près 200 ou 250 strips. Il y a deux intégrales. Ah oui, il y a qui- deux. C'est très drôle, ça a Ouais. été une grosse inspiration pour Merci. moi d'ailleurs Ah oui plusieurs Voilà. fois. Mais oui, d'ailleurs je crois que Jackpot et moi sommes en guest dedans. Totalement. Ah oui, Vous aurez c'est dedans vrai. trouver Eh oui. Jackpot et Soyouz dans Bang. Oui, alors, Et mon Jackpot, propriétaire. Jackpot, on la voit. Soyouz est un peu l'héroïne du 4e chapitre Mais sur oui, les c'est pervers vrai, narcissiques. c'est vrai, voilà. Donc voilà. Et le deuxième webcomic, ça s'appelle Les Histoires courtes, avec donc ZISTOIRES, courte. Je On sais vous plus s'il y a mettra un les S. liens dans la Voilà, on vous description, mettra les liens, de toute et façon. c'est des histoires courtes, voilà. Donc Comme c'est ça. varié, c'est voilà. Eh bien, merci à vous deux. Merci, Merci beaucoup d'avoir participé au podcast avec nous, c'était un plaisir. merci. C'était Et- chouette. Plaisir partagé. Oui bien, tant mieux. Donc c'est la fin de cet épisode de podcast. On vous remercie tous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous laisser les commentaires et les likes et à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la chanson. On se Cliquez la retrouve- petite Petite cloche. Alors, Petite ça sera cloche. compliqué, on sait pas encore. Si, il faut le montrer là, normalement tu mets une petite, Ah oui, une petite faut- vignette. oui, Si, faut il faut le mettre montrer une avec un Oh, doigt. on va Voilà. pas- Non, on va pas faire ça. Bon, vous appuyez sur la cloche si vous voulez. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode de podcast qui portera cette fois-ci sur le découpage. On va rentrer dans la partie gribouillis, Création, ouais. enfin. On va mettre les mains dans le cambouis pour de Partie vrai. cérébrale Voilà. aussi. On dit ça à chaque fin d'épisode. C'est vrai, qu'on en va fait. mettre les mains dans le cambouis. Ça Ouais, devient redondant. en fait, à chaque fois, c'est un cambouis différent. Ouais, Mais voilà, le prochain cambouis nécessitera des crayons. totalement. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.